Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première conférence de la promotion 2024-2025 du Master 2 RISE. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'amphithéâtre de la Milk, où presque chaque semaine jusqu'à la fin février auront lieu des conférences sur des sujets divers et variés. Vous êtes les bienvenus. Et avant tout, nous souhaitons remercier la Milk pour son accueil, ainsi que nos professeurs, et tout particulièrement Madame Q et Monsieur Polomé, pour leur accompagnement précieux dans l'organisation de cette conférence. Un grand merci également à nos 3 institutions, l'Université Lumière Lyon 2, l'École centrale de Lyon et l'Université Jean Moulin Lyon 3, dont les collaborations enrichissent ce projet. Pour en venir au sujet de la soirée, située entre le Rhône et la Saône, la métropole de Lyon fait face à des risques environnementaux majeurs, notamment les inondations, les pollutions industrielles et l'urbanisation qui est liée à tout ça. Et c'est notamment de cela que nous discuterons ce soir. En tant qu'étudiants en gouvernance des risques environnementaux, nous entendons souvent la définition du risque. En voilà une pour vous ce soir. Le risque est une combinaison entre un aléa, c'est-à-dire un phénomène naturel ou technologique, plus ou moins probable et sur un espace donné. La rencontre donc entre un aléa et un enjeu, tels que des populations ou des infrastructures qui pourraient être impactées par cet aléa. Dès lors, la présence d'un aléa dans un environnement urbanisé et dense, où se concentrent des enjeux importants, fait de la plaine alluviale lyonnaise un territoire particulièrement vulnérable. Dans ce contexte, la création de la métropole de Lyon, il y a 10 ans maintenant, par la loi MAPTAM, le 1er janvier 2015, a représenté un tournant significatif pour la gestion des risques. En effet, ce nouveau statut de collectivité territoriale à caractère particulier a permis à la métropole d'accroître son pouvoir d'intervention. Cette organisation renforce la coordination des actions sur un territoire étendu, donc, et lui confère des prérogatives autant dans l'élaboration des politiques de prévention que de protection, notamment en matière d'aménagement urbain dans les zones à risque. Par conséquent, Lyon se distingue par son approche intégrée de la gestion des risques, conciliant le développement urbain, la protection de la biodiversité, de l'environnement, ainsi que la sécurité de ses habitants. À Lyon, la situation géographique de la plaine alluviale accentue donc l'exposition aux risques, et à ces risques naturels s'ajoutent des risques technologiques, liés aux activités industrielles de la vallée de la chimie notamment. Plus récemment, l'inondation de la commune de Givors, qui fait partie de la métropole, en octobre dernier, a montré la nécessité de maintenir et de renforcer les mesures pour répondre aux défis actuels de l'urbanisation et du changement climatique. Les impacts de ces événements de plus en plus fréquents représentent un coût important pour les collectivités, dont le financement est parfois complexe, et nous aurons également l'occasion d'en discuter ce soir. Pour répondre à nos questions, nous sommes très heureux de recevoir des experts au parcours variés et complémentaires. Monsieur Pierre Athanase, 11e vice-président de la métropole de Lyon à l'environnement, à la protection animale et à la prévention des risques. Madame Barbara Belletti, vous êtes chercheuse sur les hydrosystèmes fluviaux au CNRS, également autrice d'une thèse portant sur l'analyse régionale de la structure et de la dynamique biogéomorphologique des rivières en tresse du bassin du Rhône. Monsieur Henri Daudignon, analyste secteur public et climat à l'Agence France locale, où vous évaluez notamment les impacts des événements climatiques sur les budgets des collectivités locales. Et enfin, monsieur Damien Saulnier, responsable de l'atelier ressources et durabilité des territoires à Urbalion, l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise. Je vous remercie au nom de toute l'équipe organisatrice de votre présence et je cède maintenant la parole à mes camarades et à nos invités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Nous avons choisi d'organiser notre conférence autour de 3 thématiques précises pour répondre à la question suivante. Comment protéger la plaine alluviale lyonnaise face aux risques engendrés par l'urbanisation ? Donc sur notre premier thème, nous allons nous concentrer sur les risques qui touchent effectivement la métropole de Lyon, en commençant peut-être par vous, Madame Barbara Belletti, en répondant à la question comment l'urbanisation croissante et le développement des industries a transformé les systèmes fluviaux des métropoles. Très bien, est-ce que vous m'écoutez ? Vous m'entendez ? Donc, bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois pour m'avoir invité avec les collègues. Donc je vais essayer
J'ai préparé quelques slides, mais c'est vraiment que des images. Alors, pour arriver à parler de Lyon, d'abord, j'ai fait un gros pas en arrière et je vous propose de regarder qu'est-ce que c'est l'urbanisation. Pour vous dire que c'est un phénomène mondial. Donc je pense que vous êtes tous au courant, mais là c'est vraiment une figure qui vous donne l'appréciation de qu'est-ce que c'est l'urbanisation à l'échelle mondiale. Et cette figure illustre à peu près 1860 agglomérations avec plus de 300 000 habitants qui existent, qui sont totalement sur Terre, et montre aussi également l'évolution un peu de la croissance de ces agglomérations. Et notamment, vous voyez, avec des cercles en blanc, là où la croissance a été 50 fois par rapport aux années 50 du siècle dernier. Et puis, vous avez également en orangé, là où on est attendu la croissance de la population en 2035. C'est des données de l'ONU. Donc ça, c'était pour vous dire, les humains aujourd'hui sur Terre, ils sont essentiellement urbains. Et il est attendu qu'en 2050, 68% de la population sera urbaine, vivra dans les villes. En sachant qu'à peu près 50% de ces agglomérations-là, je vous montre, que ça représente à peu près 1,5 milliard de personnes, ces agglomérations-là, 50% se trouvent en plaine alluviale, donc à côté, à proximité d'un cours d'eau. Qu'est-ce que c'est du coup une plaine alluviale? Alors, je ne sais pas quel est votre background, vos connaissances. Là, je vous donne moi aussi une petite définition. Donc, les plaines alluviales, c'est une zone plutôt plate à côté d'un cours d'eau qui était formée par le processus d'érosion depuis l'amont d'un cours d'eau, par ses mouvements sur dynamique latérale et suite aux inondations. Ce qui est important de savoir, c'est que si 50% des agglomérations que je vous montrais tout à l'heure habitent sont à côté d'une rivière donc dans une plaine alluviale, ces plaines alluviales sous la surface de la Terre représentent uniquement le 3% de la surface émergée. Donc vous voyez, c'est beaucoup de personnes, d'humains qui habitent dans des zones très limitées et qui sont également très importantes parce que, on le sait, toute grande civilisation s'est développée autour des rivières, dans les plaines alluviales. Donc c'est des endroits qui soutiennent la vie sur Terre. C'est des endroits qui fournissent énormément de services aux humains, et pas que aux humains. Mais par contre, sont extrêmement menacés par les activités de l'homme sur Terre. On verra un peu plus tard. Mais là, essentiellement, ce dont on veut parler là au début, c'est l'urbanisation. Et donc, vous avez sous la droite de l'écran une petite représentation de qu'est-ce que c'est pour moi l'urbanisation et les risques associés à l'urbanisation dans les plaines alluviales. Donc, vous voyez, en fait, essentiellement, on occupe de la terre, de surface de la terre qui faisait partie d'un cours d'eau, de sa plaine alluviale. On construit dessus et puis vous voyez, on peut avoir des soucis. Et si on vient donc sur Lyon, pour recontexter un peu le cadre, donc vous voyez sous la gauche la plaine alluviale du Rhône et de la Saône dans l'agglomération lyonnaise. C'est la petite ligne en noir. Vous voyez, c'est l'étendue de la plaine alluviale. Donc ça, c'est ce que le Rhône et la Saône ont construit au cours des siècles dans sa plaine. Et puis, vous voyez également, du coup, que c'est très densément urbanisé, on le sait, mais il y a quand même des petites surfaces de nature. En rouge, vous avez les parcs urbains lyonnais. Par contre, voilà, le système d'urbanisation à Lyon n'est pas que quelque chose d'isolé, c'est pas juste la métropole. En fait, le long du corridor du Rhône, on a une conurbation quasiment continue le long du corridor du Rhône, du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Et là, vous avez donc sous la droite cette figure-là qui vous montre au sein de la plaine alluviale du Rhône comment ça se distribue, les zones urbanisées. Vous voyez, en fait, il n'y a pas d'interruption. Le corridor du Rhône est complètement urbanisé, avec des zones plus ou moins densément urbanisées, plus ou moins où la urbanisation elle est plus ou moins étendue, notamment à côté de Lyon et de Vienne.
Mais Lyon n'était pas toujours comme ça et le Rhône n'a pas été toujours comme ça. Alors, sous la gauche, vous avez une carte de 1837 qui vous montre, je ne sais pas si vous voyez très bien, le Rhône et Lyon à son développement à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau en haut, c'est la zone de Miribel, mais aussi également autour de la Guillotière. En fait, le Rhône avait des îles. Le Rhône, c'était un système en tresse, donc ça revient en lien avec mon sujet de thèse. Le Rhône avait des îles, le Rhône était mobile, le Rhône était beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Il avait des zones de sédiments nus. Sur la droite, vous avez encore un autre exemple, c'est un autre tronçon, c'est pas au niveau de Lyon, mais le Rhône a rassemblé à ce que vous voyez sous la gauche, à 1770. Donc c'était un système très très large, très très dynamique, qui bougeait latéralement dans le temps, avec voilà, cette morphologie-là. Et puis petit à petit, il y a eu des aménagements, d'abord à la fin de 1800, avec les indignements pour la navigation, et également après, au début des 1900 jusqu'à 1950, on a construit des ouvrages, des barrages hydroélectriques. Et donc maintenant, le Rhône, aujourd'hui, il a plutôt une forme, un chenal multicursal, un seul chenal unique. Il ne bouge plus beaucoup parce qu'on l'a figé, on a urbanisé autour, et donc il n'est plus du tout ce qu'il était censé être auparavant. Et Lyon, comme les autres villes que je vous ai montrées tout à l'heure, en fait, elles ont été urbanisées, aménagées au cours du temps, mais il y a un phénomène d'urbanisation très très récent qu'on observe aujourd'hui depuis la grande accélération de l'Anthropocène, ça veut dire, donc depuis les années 1900 et puis après 1950 encore plus. Et donc on peut observer aujourd'hui les effets de l'urbanisation dans les systèmes, dans les grandes métropoles. Et puis je reviendrai sur Lyon. Là, je voulais juste vous montrer deux gros systèmes très spectaculaires, avec des urbanisations spectaculaires, pour vous montrer les effets que ça peut avoir. Et puis on revient sur Lyon. Donc là, vous avez Delhi. Delhi, c'est l'urbanisation la plus spectaculaire qu'on a sur Terre aujourd'hui, avec une croissance de la population de 26,7 millions d'habitants en 50 ans à peu près. Et donc ça, on le voit également sur l'occupation de sol, donc les deux figures sous la gauche, entre 1989 et 2018. Vous voyez l'étalement urbain, l'occupation de sol dans la ville de Delhi, mais également, si on regarde un peu plus à l'aval, dans la rivière Yamuna, un peu plus loin de Delhi, vous voyez qu'il y a également un effet sur le paysage fluvial de la Yamuna, suite très probablement à l'urbanisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Yamuna, à l'aval de la ville de Delhi, elle est aujourd'hui, pareil, il y a moins de bras secondaires, il y a moins de bancs de sédiments nus. La rivière, elle est, comme ça arrivé à Lyon, elle a été aménagée et réduite dans sa mobilité. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous, observé à Lyon il y a quelques siècles. À Delhi, c'est en train d'arriver maintenant. Et puis une autre ville extrêmement spectaculaire, notre cas spectaculaire, c'est la ville de Lhasa, c'est la capitale de la région autonome du Tibet. Et ici, donc là, il y a moins d'habitants, c'est à peu près 200 000 habitants, 200-300 000 habitants aujourd'hui. Et l'urbanisation, elle a été faite vraiment très récemment, au cours des 30-40 dernières années. Et bon, là, il n'y a pas d'animation, mais je vous invite à aller regarder sur Google Earth, si vous voulez, comment ça s'est fait assez rapidement. C'était également une rivière en tresse, vous le voyez sur la séquence en bas. Une rivière en tresse qui était, comme pour le Rhône, indiguée d'abord, réduite dans sa dynamique latérale, dans son espace. Les berges ont été occupées. Et puis, il y a eu aussi des aménagements pour la production de l'eau, pour la production d'énergie, etc. Alors, je me permets juste 2 minutes pour équilibrer un peu le temps de parole et parler un peu d'autre chose. On reviendra juste après là-dessus. Est-ce que, Monsieur Pierre Athanas, donc vous qui êtes délégué à la prévention des risques à la métropole de Lyon, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler les types de pollution qui menacent la métropole et comment la métropole anticipe les crues et améliore ses infrastructures pour prévenir ces risques ?
Ça va être plus facile. Oui, vous voulez parler uniquement des pollutions ou des risques également? Parce qu'il y a les deux, en fait, hein, qui sont liés. Donc on a les risques naturels, effectivement, l'inondation. On a les risques technologiques. Et on est effectivement sur la zone que Barbara décrivait, sur le plus grand PPRT de France, puisque sur la vallée de la Chimie, ce sont 10 plateformes industrielles de niveau Céveso seuil haut, dans un endroit qui est peuplé, où on a du monde qui habite. Il y a 26 000 habitants dans la zone du PPRT. On a 5 600 logements à protéger, plus les logements des bailleurs sociaux. Là, on a pratiquement fini, hein, c'était un peu plus de 4 000 logements des bailleurs sociaux. On en est par contre qu'à la moitié, un petit peu plus de la moitié, on est à 56% seulement des 5 600 logements à protéger. À protéger de 3 types de risques. Le risque de déflagration en cas d'explosion, exactement ce qui s'est passé, enfin vous êtes peut-être un petit peu jeune pour ça, mais ce qui s'était passé à Toulouse avec la catastrophe d'AZF, où la très très grande majorité des blessés et des morts étaient complètement en dehors de l'enceinte industrielle, et c'est des gens qui étaient chez eux à l'heure du petit déjeuner et qui ont pris les morceaux de verre des fenêtres sur le corps, sur la figure. Voilà, ça a été terrible. Donc absolument protéger les gens qui sont là. Donc on a plusieurs zones qui sont identifiées, qui ont été identifiés par l'État. Ce n'est pas la métropole qui a fait ce travail-là, c'est l'État qui a fait ça. Et du coup, des moyens de protection différents qu'on met en place. C'est financé par la métropole, par l'État et par les industriels qui sont à la source du risque, à raison de 30% des industriels, 30% la métropole et 40% l'État. Donc c'est un chantier qui est assez énorme. On a également des risques toxiques. On a des usines qui peuvent envoyer des gaz qui sont toxiques. Donc ça veut dire que dans certains périmètres, là, il faut qu'il y ait des pièces de confinement, des pièces où les gens peuvent rester au moins 2 heures sans que le gaz puisse pénétrer, le temps que les secours puissent venir les chercher. Donc ça concerne un petit peu moins de logements, mais particulièrement autour de Saint-Fond. Il y en a voilà, quelques centaines à protéger. Et on a enfin un risque thermique, où là, par contre, on n'est pas en capacité de protéger les gens. Donc, il a fallu racheter, voire exproprier les gens, démolir leurs biens. Donc là, on est vraiment dans la situation qui est extrême, qui est très rare en France. On a fait ça, nous, à Saint-Genis-Laval, dans le PPRT de Camping Gaz, c'était un horticulteur qui était là, mais sur la vallée de la Chimie, on est dans des milieux qui sont assez énormes. Donc là, on est sur le risque technologique. On a évidemment le risque inondation qui est relativement maîtrisé avec le barrage de Pierre-Bénite, où il n'y a pas eu de crue, il n'y a pas eu d'inondation depuis 1961, début des travaux, ça doit être 63, je crois, la fin des travaux du barrage de Pierre-Bénite. Mais on a des risques d'inondation ailleurs sur la métropole, et notamment sur Vaux-en-Velin et Villeurbanne-Saint-Jean. Et là, on est en train de refaire tout le système d'endiguement de Villeurbanne-Saint-Jean et Vaux-en-Velin, et ça protège à peu près 85 000 personnes. Système d'endiguement. Pour l'instant, on protégeait un niveau de Q30, ce que les gens appellent communément une crue trentenale, et on va protéger dorénavant à une crue bicentenale. Donc on rehausse les digues, mais pour ce faire, on part sur des digues anciennes qu'on est, dans certains cas, obligé de déconstruire et de reconstruire pour pouvoir les refaire de façon sécuritaire. Donc on est sur des chantiers qui sont vraiment des chantiers d'ampleur. Là, on est vraiment sur un périmètre qui est très très grand, qui ne va pas éviter la crue, qui va simplement éviter que la crue vienne dans les zones qui sont urbanisées. Et c'est pour ça qu'on a toute une zone qui n'est pas ou très très peu urbanisée, qui est devenue le Grand Parc de Méribel. C'est vraiment la zone d'expansion de crue, et tous les travaux tout l'objectif de ces digues qu'on a, c'est bien de pouvoir stocker le maximum d'eau et de le dévier pour que ça passe, que ça rejoigne le Rhône au niveau à peu près de la Cité internationale. Donc voilà, ça c'est les risques principaux. Et derrière, on a évidemment les risques de pollution. Et là, les pollutions, elles sont très très différentes. On a les pollutions qui sont liées aux industriels. On a celles qui sont liées à la mobilité, principalement les voitures. On a celles qui sont liées
Au chauffage urbain, on a été en alerte rouge là, entre Noël et le jour de l'an, et là, typiquement, c'était le chauffage qui était en cause. On a également, et ça peut paraître paradoxal, l'agriculture qui émet aussi des polluants pour l'air. Donc ça, c'est vraiment les pollutions, pas les secteurs qui engendrent des pollutions, qui sont très variables. Et on travaille non pas à l'échelle de la métropole, mais à une échelle qui est un petit peu plus vaste, qu'on appelle le PPA, le plan de préservation de l'atmosphère, qui recouvre la métropole et toutes les communautés de communes depuis Villefranche jusqu'à Serrières-sur-Sanne et de Bourgoin jusqu'au Mont du Lyonnais. Donc un périmètre plus grand de façon à avoir une action qui soit importante. Ça ne sert à rien de travailler à une petite échelle sur l'air où, évidemment, avec les vents, ça se déplace. Donc il y avait des actions qui sont, qu'on met en place de façon à améliorer cette qualité de l'air, qui va plutôt mieux malgré tout. Les efforts finissent par payer. Et cette année, pour la première fois depuis une dizaine d'années, on va enfin passer en dessous des seuils fixés par la réglementation. Et la France ne payera plus d'astreintes, puisqu'on était condamné et par l'Europe et par le Conseil d'État à verser des astreintes parce qu'on dépassait les seuils sur la métropole. Mais ça, c'est avec des seuils qui sont très hauts, qui sont assez complaisants quand même. On est bien évidemment très très en dessus des seuils que préconise l'Office mondial de la santé. Et on sait déjà qu'en 2030, on va avoir des seuils qui vont baisser et on va se retrouver sur un certain nombre de polluants, une nouvelle fois, en dessus des normes réglementaires. Donc il faut que nos efforts persistent de façon assez énorme. Les industriels ont plutôt joué le jeu. Vraiment, et notamment la vallée de la chimie, elle faisait énormément de rejets de soufre, de SO2. Et le SO2 a baissé de 67% en une quinzaine d'années. Donc on voit quand même un effort qui est remarquable. Et on aimerait que les industriels fassent la même chose avec les gaz à effet de serre. Et on en est encore loin. On a vraiment besoin de décarboner l'industrie, et notamment l'industrie chimique. Après, on a tout ce qui va être particules fines. Donc là, on est vraiment principalement sur le chauffage urbain. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans le chauffage, celui qui est le plus polluant en particules fines, c'est un chauffage qui peut paraître plutôt sympa et bucolique, qui est très marginal en ville. C'est le feu de bois, c'est la cheminée, plutôt sympa, c'est agréable de boire un whisky. Ça y est, je vous cache mes défauts, je vous dévoile mes défauts. Voilà, mais... Et là, par contre, on est effectivement là très, très émetteur de particules fines, PM10 et PM2,5. Donc, on a travaillé en partenariat avec l'ADEME pour aider les gens à pouvoir modifier leur système de chauffage. Les foyers ouverts sont interdits maintenant par la préfecture depuis un petit peu plus d'un an. Et il y a une aide pour que les gens changent de système de chauffage avec un système à 1 000 € et pour les familles les plus modestes à 3 000 € pour vraiment les inciter à changer. Et un système qui a connu un véritable succès. Donc là, on est assez content. Après, les autres polluants, on va avoir le dioxyde d'azote. Et c'est pour ça, on entend beaucoup parler, si vous regardez la presse, de la ZFE en ce moment, donc la zone à faible émission. Et donc il y a des critères qui ont été définis par l'État, pas par la métropole. Et c'est bien une loi, c'est même 2 lois qui ont créé les ZFE. C'est pas une idée de la métropole. C'est pas quand on a été élu qu'on s'est dit tiens, et si on embêtait les automobilistes parce que c'est mieux de faire du vélo. Donc on est là. Si globalement on est plutôt pas mal sur les dioxydes, sur pas mal de polluants, sur les dioxydes d'azote, on est encore un peu élevé, mais on est en dessous de la norme actuelle. On sera bien en dessus de la norme à venir. Et même avec cette ZFE, ça ne va pas suffire. La ZFE telle qu'elle a été prévue au jour d'aujourd'hui ne va pas nous permettre de baisser suffisamment les dioxydes d'azote. Il va falloir interdire les diesels. Et c'est toute une discussion qu'on a en ce moment où on dit que nous, on est des méchants écologistes qui n'aiment pas le diesel, alors que le diesel serait de plus en plus propre, etc., ce qui est vrai sur les particules fines, mais qui ne l'est pas sur le dioxyde d'azote. Dans uniquement la partie voiture, qui représente pratiquement 70% de la pollution au dioxyde d'azote, le diesel, c'est 90%.
Donc on atteindra un effet satisfaisant uniquement le jour où on interdira le diesel sur la ZFE. Après, on a l'agriculture, et l'agriculture, c'est, voilà, on le voit en ce moment, la coordination rurale manifeste beaucoup, et c'est quelque chose d'un petit peu sacro-saint. On a toujours du mal un petit peu à attaquer l'agriculture, qui est pourtant émetteur de polluants, de particules fines, à cause des désherbants, des labours, des choses comme ça. Et on a un polluant qui est vraiment un polluant qui continue d'augmenter, c'est l'ozone. On a de plus en plus d'épisodes d'ozone, et là on retrouve justement deux polluants, un qui est issu principalement par l'agriculture, c'est le méthane, et l'autre, on y revient, le dioxyde d'azote. Et c'est la combinaison des deux avec l'influence du climat qui fait qu'on a ces pics d'ozone de plus en plus fréquents. Pics d'ozone qui sont mauvais pour la santé et qui sont mauvais également pour le développement de la végétation. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pierre Athanase. Pour continuer, après cette présentation des divers risques, nous allons vous questionner, Monsieur Henri Daudignon, d'un point de vue financier. Quelles sont les leçons tirées des précédents événements pour permettre une meilleure protection face aux risques ? Bonjour, merci. Alors, je vais commencer par essayer d'un peu cadrer, vous poser un petit peu de contexte de pourquoi nous, on se pose cette question à l'Agence France Locale et qu'est-ce que l'Agence France Locale. J'avais préparé quelques petites slides de présentation, donc je vais très rapidement situer le contexte pour que vous ayez une idée de pourquoi on se pose la question et donc de comment on y répond. Alors l'Agence France Locale, c'est une banque un peu particulière puisqu'elle est détenue à 100% par des collectivités, dont la métropole de Lyon d'ailleurs. Et elle a une autre spécificité, c'est qu'elle ne finance que l'investissement public local, donc que les collectivités locales et quelques autres entités qui gravitent autour. Donc nous, pourquoi on s'est posé la question du risque climatique ? Puisque nous, la question qu'on se pose spécifiquement, elle est sur le risque climatique. Donc on n'intègre pas dans notre analyse tout ce qui va être risque technologique et pour le moment risque lié à la pollution, même si on y travaille. Donc pourquoi on se pose cette question ? Déjà d'une part parce que nos actionnaires sont des collectivités et nécessairement les collectivités se posent beaucoup des questions sur ces sujets-là puisque c'est un enjeu majeur pour elles, mais également la réglementation bancaire qui aujourd'hui impose de plus en plus aux banques en fait de prendre en compte l'ensemble des risques financiers auxquels est exposée, donc une contrepartie à laquelle elle va prêter, donc nous, les collectivités, et parmi ces risques, donc le risque environnemental de manière générale, qui est un risque majeur et particulièrement important, donc comme je le disais, pour les collectivités auxquelles on prête. Voilà, donc notre approche, je vais aller très rapidement là-dessus. Puisque en fait ça a été assez bien résumé notamment par Barbara et par Pierre. Donc notre question, c'est à quels risques climatiques sont exposées les collectivités, comment ça les affecte. Alors nous, on a mis en évidence deux facteurs en prenant comme définition donc la définition du risque, à savoir d'une part on a un aléa, on a même des aléas. Donc ces aléas, on a la chance d'avoir des bases de données très complètes. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir pour une commune donnée quels sont les risques climatiques auxquels elle fait face, en fait, vous avez toutes ces informations de manière très détaillée dans des bases de données qui sont publiques, qui sont fournies par le ministère de la Transition écologique et qui sont mises à jour très régulièrement. Donc c'est ce qu'on appelle la base Gaspard. Et donc nous, sur la base de ces informations, on regarde deux choses au niveau de l'aléa, la fréquence donc, de ces aléas et le nombre d'aléas différents auxquels la commune donnée ou de manière plus générale la collectivité est exposée. Donc ça c'est pour l'aléa. Et ensuite pour les enjeux exposés, nous on a utilisé la densité de population mais qui est assez corrélée avec la densité urbaine comme le deuxième facteur de risque, donc avec les enjeux exposés. Encore une fois, pour les raisons que Barbara a exposées, à savoir que ça fait peser des risques supplémentaires. Déjà parce qu'il y a plus d'enjeux exposés sur le territoire, mais également parce que ça pose plus de questions en termes d'urbanisme. Ça pose des questions assez complexes par opposition à des territoires où on aurait moins de densité urbaine et donc moins de sujets d'aménagement du territoire. Mais j'imagine que Damien, M. Saunier, va en parler
par la suite pour ce qui est des sujets d'urbanisme de manière plus précise. Donc voilà comment nous, on regarde ce risque-là pour les collectivités, puisque ce qui nous est demandé, c'est d'objectiver ce risque. Donc on a mis en place un indicateur. Donc il y a des petites formules de calcul qui ne seront pas bien compliquées, mais qui peuvent paraître un petit peu touffues à première vue. Et ça nous donne un indicateur sur 100, donc, où on multiplie une note, donc aléa, sur le risque en lui-même, qu'on multiplie par une note, donc enjeu exposé, qui, elle, va s'appuyer plus sur la densité urbaine, la densité de population. On regarde divers types de risques, donc, qui sont les catégories en fait, des bases de données qu'on récupère du ministère de la Transition écologique. En France métropolitaine, on a 4 grands types de risques qui sont identifiés. Donc, c'est les avalanches, les feux de forêt, les inondations et les mouvements de terrain. À noter que tout ce qui est risque sécheresse, ça va être compris dans mouvement de terrain. Ce qui ressort pour la ville de Lyon, alors la métropole, on va avoir des inondations, des mouvements de terrain. Ce qui ressort pour la ville de Lyon sur les risques climatiques, c'est principalement le risque inondation en fait. Donc on a crue avec débordement qui va créer des inondations. On a divers facteurs aussi liés aux nappes phréatiques qui vont faire qu'on va avoir plus de risques d'inondation sur la métropole de Lyon, mais aussi et surtout une densité qui est particulièrement élevée, comme mentionné auparavant. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, donc les collectivités tirent des leçons pour répondre à la question qui est donnée, de ces événements-là, notamment avec les plans de prévention des risques naturels, qui sont mis en place, alors qui sont imposés par le gouvernement central par l'intermédiaire du préfet, et qui sont mis en place par les collectivités. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces plans de prévention des risques naturels? Ça impose aux collectivités, donc qui ensuite ont la main là-dessus, et notamment l'échelon communal, d'aménager leur territoire en prenant en compte ces risques. C'est-à-dire, par exemple, ne pas construire sur des zones qui ne sont pas constructibles au regard de la cartographie des risques climatiques. Donc, en l'occurrence, pour Lyon, ne pas construire en zone inondable. Le problème, c'est que l'urbanisation, elle s'est faite aussi avant la prise en compte de ces risques. Et ça pose nécessairement des enjeux, notamment dans une métropole qui est très urbanisée, très très dense. C'est très complexe à mettre en place. Donc ça, c'est limite. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que nos travaux s'appuient sur des recherches donc, du CNRS-GAT de Lyon 2 qui ont mis en évidence quelques variables budgétaires au regard de la mise en place des PPRN dans ces collectivités-là. Et globalement, ce que ça montre, c'est que les communes qui ont un PPRN, donc que ce soit un PPRI, donc inondation, ou d'autres PPRN pour d'autres types de risques, ont des impacts budgétaires. Alors, on ne parle pas d'impact humain, on ne parle pas d'impact sur les infrastructures, mais en général, ça va être corrélé, ont des impacts budgétaires qui sont plus faibles. Donc, c'est-à-dire qu'elles montrent plus de résilience lorsqu'elles ont mis en place un PPRN, sans que ce soit la solution à tout, mais il y a quand même des dispositifs qui sont relativement efficaces et qui sont déjà mis en place par les collectivités. Ensuite, elles vont pouvoir mettre en place différentes modalités d'organisation. Ça peut passer par la mise en place de syndicats mixtes pour des risques comme Alors, le recul du trait de côte, ça ne concerne pas la métropole de Lyon, mais c'est quand même un risque assez intéressant, enfin, dont il est assez intéressant de parler, puisque c'est un risque qui est véritablement difficile à prendre en compte, dans le sens où il va falloir déplacer des territoires entiers, et ça a été le cas notamment à Miquelon, donc à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est nécessairement des investissements massifs pour la collectivité, mais aussi en termes humains, c'est relativement complexe. Et donc les collectivités, certaines collectivités, notamment dans la région de Dunkerque, mettent en place des syndicats mixtes. Donc les syndicats mixtes, c'est des groupements de collectivités qui ont pour vocation, pour mission, de gérer ce risque-là. Donc ça va passer par des modalités d'organisation, mais aussi des modalités budgétaires, avec des fléchages donc, de fonds pour l'adaptation aux risques climatiques. Tout ça pour dire que de manière générale, avec aussi, en passant aussi par des plans de gestion spécifiques aux risques hauts, que sont les PAPI et les SAGE, les collectivités sont très conscientes, même lorsqu'on parle à des élus, les collectivités sont très conscientes de ces risques-là et mettent en place donc, des mécanismes pour s'adapter. Maintenant, la question du financement, je ne sais pas si on en parle après.
mais ça pose aussi des questions à ce niveau-là. Et je terminerai pour dire que l'échelon de la métropole est particulièrement pertinent pour le risque inondation spécifiquement, puisque les métropoles ont une compétence spécifique qui s'appelle la compétence GEMAPI, donc qui est la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre des inondations. Donc c'est véritablement peut-être l'échelon le plus pertinent pour gérer ce risque-là. Merci beaucoup. Donc, risque naturel, risque technologique, pollution. Pour l'instant, ça ne donne pas forcément envie d'habiter à Lyon. Mais donc, on va passer à une deuxième partie. Donc, développement urbain et préservation des ressources naturelles et lutte contre la pollution. Comment on va pouvoir concilier tout ça? Et donc, pour cela, je vais laisser la parole à monsieur Damien Saulnier. Comment, selon vous, les aménagements urbains actuels permettent-ils de prévenir et de limiter les risques comme les inondations, par exemple? Et est-ce qu'on a des projets, des exemples de projets à Lyon qui montrent que l'urbanisation durable est possible? Merci déjà de votre invitation. C'est une question compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une attitude très duale entre les sociétés et puis les fleuves. On est attiré par l'eau et en même temps, on a une acception très utilitariste de la voie d'eau. C'était pendant longtemps les voies de communication pour les transports de marchandises. Donc Lyon s'est développé grâce à ces voies d'eau. Donc elle a forcément été attirée. Et en même temps, il y a cette répulsion vis-à-vis de l'inondation, de la peur de l'inondation. Le Rhône a été vécu comme un ogre, historiquement. Ensuite, voilà, je vais parler peut-être vraiment me focaliser sur la question de l'inondation et pas aborder les autres risques, mais c'est la même logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on a des cultures complètement différentes du risque. Il n'y a pas une définition unique du risque. En tout cas, il n'y a pas une acceptation unique du risque selon les sociétés. Dans les sociétés occidentales, on est plutôt proche du mythe du zéro risque. Alors que dans d'autres sociétés plus traditionnelles, il y a vraiment des stratégies plus adaptatives de faire avec. Et on verra on voit aujourd'hui, c'est la tendance qu'on observe actuellement, c'est qu'on plutôt que d'éviter, de se protéger, c'est plutôt de vivre avec l'inondation. Je crois qu'il y a une part aussi d'acceptation qui est importante, qui fait que la culture du risque continue à vivre. Et c'est souvent ça qui pose problème, c'est qu'on a oublié parfois les événements. On a oublié qu'on habite dans un lieu qui peut être inondé à un moment donné. Comme je disais, le risque zéro, il n'existe pas. On a beau avoir mis en place des systèmes d'endiguement très performants. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il s'est développé dans l'agglomération lyonnaise une ingénierie du risque de très haut niveau dans le XIXe siècle. Les travaux qu'ont connu le Rhône, les aménagements qui ont été réalisés sont colossaux et je crois que de mémoire, le Rhône est le fleuve le plus étudié au monde. Il y a plus de 2000 chercheurs qui travaillent dessus. Donc voilà, malgré tout ça, toute cette ingénierie, toute cette connaissance, on n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri du risque. Et il y a toujours un moment donné, il y a une part d'acceptable dans ce risque qu'il faut savoir aussi gérer. Et il n'y a pas que la protection, il n'y a pas que la gestion des inondations et la protection des populations qui est important, il y a aussi la gestion aussi de la crise. C'est qu'à un moment donné, on va faire face à une inondation, il va falloir la gérer. Donc ça, c'est aussi important quand on pense à nouveaux aménagements, de penser comment on va gérer un espace un espace urbain en temps de crise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'urbanisme, c'est du compromis en fait. On a beaucoup d'injonctions contradictoires qui nous tombent dessus. L'État nous demande d'appliquer le zéro artificialisation nette. Donc on peut plus ouvrir l'urbanisation des zones naturelles ou agricoles. C'est très bien, parfait, j'adore, je souscris complètement. Mais en même temps, on a des marchés immobiliers qui sont très tendus. On a un marché immobilier à Lyon avec des prix que vous connaissez et avec des difficultés à pouvoir loger l'ensemble des populations. On a des pressions démographiques. On a une agglomération qui est attractive avec notamment ses nombreuses universités et ses nombreuses entreprises. Et en même temps, les gens ont des besoins de nature, ont des besoins de besoins récréatifs. On sait qu'on connaît les bénéfices sur la santé de la nature en ville.
Et donc il y a aussi besoin de pouvoir accéder à des espaces de proximité. Pas la peine de prendre sa voiture, faire 150 km pour aller dans les Alpes pour prendre l'air. On peut aussi prendre l'air en sortant de chez soi. Donc c'est important aussi de pouvoir offrir aux populations ces aménités-là. Donc c'était toutes ces injonctions qui font qu'il y a un moment donné, les zones inondables, on ne peut pas s'en soustraire. On ne peut pas soustraire toute zone inondable de toute urbanisation. C'est juste pas possible et ça serait contre-productif. Donc il faut faire avec. Et on voit bien aujourd'hui que tous les grands projets urbains de l'agglomération lyonnaise sont quasiment tous situés en zone inondable. Gerland, Confluence, la Cité internationale qui était la dernière zone d'expansion des crues du Rhône. Il y a le Technicentre à la Soleil. On avait eu un dernier comité d'inondation qui était très intéressant pour voir comment est-ce qu'on a accueilli une biennale qui accueille quand même plusieurs centaines de milliers de visiteurs pendant l'exposition. Bah, c'est une zone inondable, hein, on aurait pu avoir les pieds dans l'eau. Et voilà, il y a aussi je parle aussi de la boucle d'Albigny à Albigny-sur-Saône qui aussi est une zone inondable. Donc aujourd'hui, on se pose des questions. On se pose des questions de dire, mais on ne peut plus s'étaler. On est obligé de recomposer la ville sur elle-même. On a de nombreux tissus industriels qui sont des délaissés urbains. Dixit, par exemple, la Confluence, hein, qui sont des opportunités foncières très intéressantes, mais dans lesquelles il faut apprendre à faire avec. Donc c'est pour ça que moi je me félicite beaucoup et je trouve que on avait jusque-là quand même un rapport avec les services de l'État qui était compliqué. Je pense on est quand même dans une réglementation très normative et très rigoureuse qui veut qu'en fait une définition un peu nationale de la vulnérabilité s'applique à tous les territoires malgré les contextes. Donc il faut savoir décliner localement des principes assez stricts en matière de réglementation. Donc ça c'est une difficulté importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, le service de l'État était plutôt, je dirais, assez rigoureux dans les autorisations qu'il portait. Ils avaient un regard assez strict sur les documents d'urbanisme et la mise en application des PPRNI. Aujourd'hui, je trouve que le dialogue s'est un peu ouvert. Je sais pas, peut-être que vous pourriez en parler. Voilà, et je trouve que la venue du nouveau DDT a eu un discours très rassurant, je trouve. Donc de repenser dans un dialogue plus concerté entre les différents acteurs du risque qui interfèrent sur le risque, d'avoir un dialogue concerté et constructif dans lesquels on voit bien que les simples solutions technologiques ne suffisent pas. Les Pays-Bas, qui sont les numéros 1 au monde de la gestion de l'inondation, parce que le pays est une zone inondable, ont bien compris que les limites technologiques, ils les avaient atteintes, et qu'aujourd'hui, ils recomposent aussi leurs espaces urbains. C'est les quartiers de Rotterdam, d'Amsterdam, que l'on connaît bien, qui recomposent avec l'eau, avec l'inondation des espaces urbains qui accueillent un bon nombre de populations. Donc voilà, c'est plutôt cette idée de faire avec l'eau aujourd'hui, plutôt que de s'y opposer. Comment concevoir des espaces publics modulables. Les berges du Rhône, quand on avait travaillé à l'époque des années 2000, dans le cahier des charges des concepteurs, on avait intégré la notion d'inondation. On voulait des éléments paysagers simples, robustes, avec une végétation qui soit adaptée à l'inondation, qui ne fasse pas obstacle à l'écoulement, qui ne crée pas des embâcles. Donc il y avait vraiment eu une réflexion qui avait été portée à cette époque-là là-dessus. Donc c'est un peu comme ça aussi qu'il faut raisonner. Et aussi pour dire également que ça oblige aussi la gestion de la prévention des inondations et la gestion de crise de sortir un peu des silos techniques que l'on a, parce qu'on voit bien que quand on fait de la cartographie des acteurs qui interviennent dans le champ de la prévention des inondations et dans la gestion de crise, c'est un panel très important d'acteurs et qui forcément n'ont pas les mêmes métiers, ne portent pas les mêmes enjeux. Un hydrologue n'est pas un urbaniste n'est pas un pompier n'est pas un gestionnaire de Gemapi, un Gemapien. Donc c'est comme si vous mettiez autour de la table un Italien, un Espagnol, un Russe et un Chinois et qu'aucun parle l'anglais. Voilà. Donc c'est un peu la difficulté que l'on peut parfois avoir.
Et donc la question du dialogue entre acteurs, j'avais mis dans le PPT un petit, vous verrez, mais si ça vous intéresse, on a fait une cartographie, nous, à l'agence, des acteurs qui interviennent dans le champ de la prévention des risques, et c'est assez... Donc là, vous avez par exemple toutes les compétences, toutes les injonctions qui sont faites, donc toutes donc c'est par acteur et par service, toutes les marges de manœuvre, toutes les actions qui peuvent être portées par les différents services en matière d'urbanisme pour pouvoir autoriser ou non une construction, et les conditions de constructibilité. Dans la slide suivante, je vous avais mis juste pour vous montrer rapidement un petit peu comment tout cela interfère entre eux, entre des liens qui peuvent être parfois des liens organisationnels, mais parfois des liens réglementaires, d'application du droit du code de l'urbanisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vous voyais réagir, certains prendre des notes. Peut-être que vous avez justement quelques apports à apporter de votre point de vue, justement d'hydrologue ou plus de politiciens à la métropole ou de financiers, par exemple. Je vous laisse la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec tout ça ? Nous, on a hérité de situations, je reviendrai sur Givors et la crue qu'il y a eu au mois d'octobre, qui aurait pu tuer. Elle s'est heureusement passée à un moment où il n'y avait pas trop de monde dans la zone commerciale, mais sinon, le scénario de Valence était assez proche. La crue est montée rapidement, il a fallu 1h30 pour qu'elle monte. On sait qu'évacuer le parking uniquement de Carrefour, ça prend plus d'1h30. Donc vraiment, on est passé très très près d'une très très grosse catastrophe. Donc comment on fait par rapport au risque crue ? Il est très très divers. Vous avez parlé effectivement de la culture du risque et de l'acceptation de la crue. On voit sur le Rhône les populations et les communes qui vivent au bord du Rhône, que ce soit sur le Rhône à l'aval de Lyon ou à l'amont de Lyon, elles refusent absolument la crue. On est dans le déni, la crue ne doit pas passer, donc on est dans des systèmes de digues, de choses comme ça, qui sont très fortes. Et sur la Saône, c'est complètement différent. Et quand on prend une commune comme Quincieux, donc à l'extrémité nord de la métropole, les 2/3 de la commune sont inondables, et plus de la moitié du territoire communal est inondé au moins une fois tous les 4 ou 5 ans. Donc les gens vivent avec, ça a permis un développement particulier de la commune qui est resté très agricole, avec un certain type de culture, mais les gens trouvent ça normal. Et j'étais il y a quelques semaines avec le maire de Quincieux sur site pour regarder un petit peu, et lui ne demande absolument pas qu'on fasse des digues, des choses comme ça. On est dans des scénarios complètement différents, et cette culture du risque est très très importante. Très importante, mais malheureusement, souvent, pratiquement inexistante. Après, nous, on gère effectivement des zones très particulières. On gère les crues d'un certain nombre de ruisseaux, parce que si le Rhône peut déborder, si la Saône déborde souvent, on a beaucoup de ruisseaux qui, eux aussi, débordent et qui peuvent effectivement faire des dégâts qui sont assez importants sur le Val-de-Saône, avec des ruisseaux comme le ruisseau des Échets, le ruisseau du Ravin, etc. Et sur l'ouest, avec l'Iseron, avec le Gier, justement. Donc on procède de façon différente. La métropole reste compétente et reste gémapienne. Ça, la gémapie, c'est vraiment quelque chose d'important. Gémapie, le côté géma, c'est vraiment arriver à une meilleure qualité de l'eau de surface, donc une bonne qualité des ruisseaux, des lacs, des étangs, etc. Et le PI, c'est la prévention des inondations. Donc on a effectivement, nous on est gémapien, mais on a délégué un certain nombre de ruisseaux à des syndicats qui sont gémapiens. Et si on les a délégués, c'est parce que l'action ne peut se faire qu'à une échelle qui est pas uniquement sur la métropole. Et quand on prend l'exemple de l'Iseron, par exemple, on a toute une partie du territoire de l'Iseron qui est en dehors, et c'est intéressant de pouvoir travailler sur l'ensemble du cours de l'Iseron. Sur l'Iseron, donc, on a un syndicat qui s'appelle le SAGIRC,
qui travaille plutôt sur, à notre demande, quand on est arrivé en 2020, sur des méthodes fondées sur la nature, avec des zones d'expansion, avec des travaux qui sont vraiment faits en bord de rivière, pour que la rivière, quand elle monte, son lit puisse s'élargir et ne pas arriver précipitamment sur Oulin, comme c'était le cas, avec des crues qui étaient importantes et des dégâts importants sur Oulin. Et ça a plutôt bien fonctionné cette année, qui a été particulièrement pluvieuse. Et on a le cas du Gier, où là, on a plusieurs syndicats. On en a un en amont, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive de Gier, et on en a un petit peu plus bas. Et là, on voit effectivement que ça n'a pas fonctionné. On le savait que ça ne fonctionnerait pas. On a une zone commerciale qui est une aberration, mais vraiment une aberration. C'est 2 km de long de parking, de bâtiments commerciaux, avec un Gier qui est particulièrement contraint. On n'a pas de possibilité d'élargir le cours du Gier, de faire de zones d'expansion sans démolir tous ces commerces qui sont là, et ça représente quelques milliards d'euros. Donc on est dans une situation qui est particulièrement compliquée à cet endroit-là. Jusqu'à maintenant, bien évidemment, le scénario d'acquisition de zones de commerce a toujours été banni, c'était hors de question. Bien évidemment, la crue d'octobre a fait changer les positions et on envisage effectivement maintenant une stratégie qui serait une stratégie qui devrait beaucoup changer les choses. Tant qu'on n'a pas de zone d'expansion de crue, la crue arrivera quoi qu'on fasse. Et les digues ne seront pas la solution. Et pourtant, au bout, vraiment sur Givors, on a une population qui est importante et on a des concentrations soit avec des zones de travail, soit avec des zones de commerce qui sont là. Il nous faut absolument protéger. Et là, on est vraiment dans une situation très, très compliquée. On a abandonné un petit peu les travaux qu'on avait pensés parce que l'État ne nous suivait pas financièrement. Donc là, ça remet effectivement un petit peu l'église au milieu du village. Il faut que tout le monde prenne sa responsabilité. Donc la métropole, évidemment, doit financer, même si c'est des erreurs qui datent de bien avant que Givors intègre la métropole. L'État doit compenser, bien évidemment, parce que l'État a autorisé ces constructions-là. On ne peut pas le faire sans, et bien évidemment, on ne peut pas laisser Givors se débrouiller tout seul. C'est quelque chose qui va toucher beaucoup plus de monde. Donc on est sur des systèmes qui sont réellement compliqués, parce qu'on a nié quand même un petit peu ces risques-là, risques qui sont devenus plus importants maintenant. Avec le dérèglement climatique, l'épisode de pluie qui s'est passé ce jour-là sur les communes qui étaient vraiment juste à l'amont de Givors sont des épisodes qu'on n'avait jamais connus de mémoire d'homme. Et depuis qu'on enregistre les pluies et le niveau du Gier, on ne l'avait jamais connu. C'est pourtant des choses qu'on risque de vivre peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. On ne connaît pas la fréquence. Quand on voit les travaux qu'on fait sur Vanvelin, sur le système d'endiguement, certains nous disent que c'est complètement débile, c'est complètement fou, puisqu'en même temps, on a un Rhône dont le niveau ne cesse de baisser et devrait baisser encore d'au moins 30%. Il a déjà baissé de 16 à 17%, il devrait baisser encore, et on va passer d'un niveau de protection de Q30 à Q200, parce que justement, on a maintenant des phénomènes météorologiques qui font que les crues vont arriver de façon beaucoup plus soudaine. Donc il faut absolument qu'on puisse travailler avec tout ça, et c'est vraiment ça qui est compliqué. En même temps, c'est ce que vous disiez, les villes ont besoin de continuer de se développer. Qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, ça, le ZAN, on y reviendra tout à l'heure, il faut absolument conserver le ZAN. Enfin, il faut penser quand même aux générations qui arrivent derrière, on ne va pas pouvoir continuer à étaler l'urbanisation. Donc il faut concentrer l'urbanisation dans ces zones-là. Il faut continuer à construire à Villeurbanne-Saint-Jean. Il faut absolument faire des travaux sur la ZAC du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, qui sont des zones potentiellement inondables. Donc il faut absolument qu'on fasse des travaux. Nous, on a récupéré la compétence des digues en 2020. Officiellement en 2018, puisque c'était l'État qui avait les digues jusqu'à maintenant. 2018, les digues sont passées aux collectivités territoriales. On était en fin de mandat.
C'est vrai que ça avait été une drôle de date qui avait été choisie. Et donc, j'en veux pas nos prédécesseurs. Ils n'ont rien fait, évidemment. Ce n'était pas en fin de mandat qu'on allait commencer à attaquer ce dossier-là. Nous, on l'a attaqué en 2020 et sur des travaux qui représentent quand même quelques millions. Le seul système d'endiguement de Vaux-en-Velin-Villeurbanne-Saint-Jean, c'est de l'ordre de 23 millions d'euros. Donc, on est dans des sommes qui sont colossales. Voilà, donc c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en charge. Et en même temps, on n'est pas sûr qu'on n'aura pas une catastrophe un jour, soit ici, avec une rupture de digue pour une question quelconque, d'une crue qui soit plus qu'une Q200 et que l'eau passe par-dessus. Et il va quand même falloir qu'on ait des moyens, effectivement, pour qu'on puisse accompagner la période de crise. Donc les communes sont obligées de faire ce qu'on appelle des PCS, des plans communaux de sauvegarde. La métropole travaille à un plan intercommunal de sauvegarde sur l'ensemble des communes. Quand vous avez un quartier, et là j'en reviens toujours à Villeurbanne-Saint-Jean et Vaux-en-Velin, si Villeurbanne-Saint-Jean, c'est un point bas, est inondé, forcément ça va rentrer également dans Vaux-en-Velin, et les gens qu'il va falloir sortir de Saint-Jean, il va falloir qu'ils passent par Vaux-en-Velin. Donc il faut absolument qu'on ait des plans de sauvegarde qui soient intercommunaux et non pas commune par commune. Ça, ce serait vraiment le risque. On rajouterait du risque au risque. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut prendre en charge. Ça veut dire aussi que si on construit dans une zone inondable, eh bien, il faut s'y préparer. Il faut que ce soit un type de bâtiment bien prévu. Il va falloir également qu'on revoie tout notre système, que ce soit un système routier, que ce soit le système pour favoriser la décrue, parce que la crue, elle arrive. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'en cas de crue, les crues arrivent le plus doucement possible, parce que c'est très désagréable d'avoir les pieds dans l'eau en plein hiver, mais ce qui est dangereux, c'est quand la crue arrive rapidement, parce que ça va renverser des personnes, ça va déplacer des voitures, et c'est là qu'on a des morts, c'est là qu'on a des blessés. Donc il faut absolument que l'eau puisse pénétrer lentement, mais il faut aussi que l'eau puisse sortir au moment de la décrue et le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment des questions qui sont très techniques, et pourtant, lorsqu'on a la crise, et on l'a vu pour Givors, quand l'eau est montée, ça a été très très rapide, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout le monde se retourne vers la métropole, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et là, on ne regarde pas si le préfet bidule, il y a 40 ans, a bien fait d'autoriser la construction de tel magasin à tel endroit. C'est comment on réagit dans l'instantané. Je me permets de rebondir justement, Madame Belletti, là-dessus. Ouais, je peux comme ça. Ah bah. Non, vous avez dit deux choses très importantes, je trouve, et notamment une chose que vous ne l'avez pas mentionné comme ça, mais vous l'avez dit. En fait, il y a la question c'est des questions techniques, mais c'est des questions systémiques. Il faut envisager le système Rhône dans Lyon comme un bassin versant. Et donc, vous avez parlé des liserons, vous travaillez avec l'amont. La même chose pour Lyon. Je pense qu'il y a des zones d'expansion des crues aussi à l'amont. Oui, il y en a une qui est sur l'Isère et la Savoie. Et l'autre, c'est ce que les gens connaissent, le parc de Miribel, qui est la zone d'expansion de crue. Mais il y en a une autre, celle qui est plus haut, qui est une zone d'expansion de crue qui existe depuis le 19e siècle. Ouais, dans le Haut-Rhône. Voilà, c'est ça, c'est le Haut-Rhône. Donc ça, c'est très important, moi, je pense, cet aspect-là, en plus des solutions techniques peut-être locales, mais cette vision un peu systémique de bassin versant. Et puis aussi, vous avez parlé, du coup, en fait, on va avoir des enjeux multiples à gérer dans le futur. Donc, à la fois, peut-être des événements extrêmes plus fréquents. Et également, on a une perte peut-être de ressources. On n'a pas parlé, je trouve qu'on ne parle pas assez du risque de perte de ressources. La perte de la ressource en eau, mais aussi le risque de perte de biodiversité, qui est lié à la qualité de la vie après en ville. Donc je pense qu'en lien avec la gestion de l'eau, il y a aussi comment on récupère terrain sur cette perte de biodiversité qu'il y en a eu, parce que la ville, elle a occupé tout l'espace disponible. Et donc il y a des solutions, vous avez parlé de solutions fondées sur la nature, donc le fait de réinstaller des arbres de pluie, de ça, je pense que c'est des choses aussi qui sont très intéressantes pour pallier à ce risque qui est un peu plus long terme peut-être. Oui. Alors là, on est
plus dans le risque de crue, hein, parce que les arbres de pluie et tout ce qu'on fait sur la désimperméabilisation, c'est évidemment très très important, mais ça ne limitera en aucun cas la crue. Il ne faut surtout pas faire croire ça aux gens, mais c'est quelque chose d'important. Hein. Désimperméabiliser, donc faire ces fameux arbres de pluie, dans un premier temps, c'était vraiment, en cas de grosse pluie, éviter, puisque le réseau d'assainissement de la métropole de Lyon est unitaire à 80%, c'est-à-dire que les eaux de votre lavabo, de votre lave-vaisselle, de vos toilettes sont mélangées à l'eau de pluie et partent dans les stations d'épuration. C'est une aberration, mais en attendant, c'est comme ça. L'idée, c'est de déconnecter les eaux de pluie. Et chaque fois qu'on peut, sur l'espace public, c'est de, soit quand c'est du neuf, ça on le pense dès le début, d'avoir des zones où l'eau va pouvoir rentrer à la parcelle. Et ce qu'on fait, qui est un petit peu plus spectaculaire, qui est plus cher aussi, hein, c'est de décrouter, hein, c'est d'enlever, de l'enrober, là où il existe déjà, sur des places, sur les bords de route, de façon à ce que quand il pleut, l'eau pénètre bien dans le sol et n'aille plus dans le réseau d'assainissement, parce que ça veut dire que ce réseau d'assainissement, quand il pleut, amène énormément d'eau aux stations d'épuration qui ne sont plus en capacité de traiter l'eau, et ça veut dire qu'au Rhône, on jette de l'eau qui n'a pas été dépolluée. Donc ça, c'est important. Et bien évidemment, on profite de la désimperméabilisation pour végétaliser et donc ramener de la biodiversité. Et donc là, il y a tout un travail scientifique qu'on fait avec l'OFB actuellement et qui montre un petit peu les résultats. Je m'excuse, hein, j'empiète sur votre temps de parole. Non, c'était juste pour dire qu'en fait, même la gestion systémique n'est pas uniquement territoriale, mais aussi des enjeux, des risques. Ah mais bien sûr, oui, tout à fait. Non, et surtout, il ne faut surtout pas cloisonner les choses. Il faut vraiment profiter, des fois, ce qu'on a fait sur le PPRT de Fézin, où il a fallu quand même démolir ces 81 biens, des villas, des commerces, des entreprises, qu'il a fallu démolir parce qu'il n'y avait pas moyen de les protéger. On les a déplacés, on les a mis ailleurs. On s'est retrouvé avec 10 hectares qui devaient rester des friches. Et ça n'était juste pas possible de laisser ça en friche. Donc, une grosse négociation avec la préfecture. Je venais juste d'être élu et je croyais que tout était facile. Et là, je me suis aperçu que rien n'est facile avec l'administration. Mais à force, voilà, donc on a été autorisé à planter. Du coup, Fézin va avoir 10 hectares de forêt grâce au PPRT, quoi. Bon, mais voilà, il faut profiter un petit peu de toutes les aubaines justement pour ramener de la nature en ville, évidemment pour la biodiversité, mais en même temps pour le climat et notamment pour lutter contre les canicules. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est le sujet, moi, qui me hante. Merci beaucoup. Peut-être que Monsieur Damien Saulnier, je crois que vous aviez justement dans vos slides que vous nous avez envoyés abordé la question de la gestion des eaux de pluie fluviales. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, on connaît bien le risque inondation, le risque technologique. On voit bien aussi qu'avec le changement climatique, on a aussi les types de risques, enfin le risque, la nature des risques qui changent. Et on a aujourd'hui un risque qui, pour moi, est très important, qui est beaucoup moins spectaculaire que l'inondation par débordement de cours d'eau. Quoique, parfois, c'est aussi très impressionnant. C'est le risque de ruissellement pluvial, parce que le gros problème du risque de ruissellement pluvial, c'est qu'il concerne l'intégralité du territoire urbain de la métropole. Et nous, on avait réalisé donc, une étude l'an dernier pour la direction du cycle de l'eau, pour voir un petit peu ce que ça générait. Donc il faut savoir, c'est que dans la métropole, elle est dotée d'un zonage ruissellement, donc, qui est intégré annexé au PLUH. Donc c'est un document qui identifie 3 types de zones: les zones de production des eaux de ruissellement, les zones de passage et d'accumulation et les axes d'écoulement. Et on s'aperçoit, donc là vous avez derrière, en fait, c'est une cartographie de tous les points connus de débordement liés au ruissellement pluvial, qui sont soit par refoulement des canalisations, soit par débordement des parcelles privées sur la chaussée, etc., etc. Donc là, je crois qu'il y a plus de 200, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais je crois qu'il y a plus de 200 points noirs identifiés, connus. On sait que ça dysfonctionne, qui créent pas mal qui peuvent créer des accidents, qui peuvent créer des dysfonctionnements du réseau, etc., etc. Et ça, c'est un risque qui est de plus en plus prégnant,
de plus en plus fréquent, on le voit avec les épisodes Sevenol que l'on connaît chaque année, plusieurs fois par an. C'est tout un système de gestion des eaux qui... tout un système de gestion des eaux qui dysfonctionne. Comme vous l'avez dit, on n'a pas de réseau séparatif. On peut se poser la question, mais ça serait pas, enfin, c'est pas envisageable et ce serait sûrement pas raisonnable d'aller vers ces solutions-là. Comme vous disiez, aujourd'hui la stratégie de la métropole, c'est de faire appliquer l'agglomération. Non, mais c'est la ville éponge. C'est la stratégie. Je ne me souviens plus du nom. Je vais le retrouver, mais qui est inscrite d'ailleurs dans le SCOT, dans le futur SCOT qui est en cours de révision, comme le principe de gestion des eaux pluviales, qui est la ville perméable. Bon, voilà, j'ai perdu le mot. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, si vous pouvez passer, là je vous ai mis le document. Là vous pouvez voir aussi sur la carte, vous avez toutes les zones qui sont concernées sur l'agglomération par du risque. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup s'il fallait se protéger, extraire les populations, les activités et les emplois des zones à risque, bon, il ne resterait plus beaucoup d'espace urbain où on pourrait continuer à se développer. C'est une parenthèse. Mais juste pour dire que le risque de ruissellement, je trouve que c'est un sujet vraiment important parce qu'il nous concerne un peu au quotidien. Et quand on a fait un petit peu un travail statistique pour voir qu'est-ce qui était concerné par ces risques-là, donc en ne prenant en compte que les axes d'écoulement et les zones d'accumulation, on se rend compte que c'est quand même quasiment, enfin c'est 268 000 habitants qui sont concernés par ce risque. C'est 40 000 enfants de moins de 10 ans, 45 000 personnes âgées de plus de 65 ans, c'est 120 000 logements concernés, susceptibles d'être affectés par un ruissellement. C'est à peu près 20 000 locaux commerciaux, quasiment autant de locaux tertiaires, et un nombre important de RP, donc établissements recevant du public, qui sont situés dans des zones très proches d'axes d'écoulement, dont certaines qui peuvent accueillir, il y a 780 ERP, qui sont à moins de 100 mètres d'un aléa ruissellement, et qui peuvent accueillir jusqu'à 1500 personnes. Donc même si le risque est moins fort, on va dire, en termes de traumatologie que le risque inondation par débordement, quoique une crue du Rhône, on la voit quand même arriver. C'est aussi l'avantage par rapport à un risque de ruissellement. Là, on est quand même sur des territoires qui sont en tension et qui le deviennent de plus en plus. Voilà. Heureusement, on a des outils réglementaires comme les commissions de pleine terre, donc, qui sont intégrés au PLU, qui permettent, quand il y a reconstruction de la ville sur elle-même ou renouvellement urbain, de pouvoir permettre de désimperméabiliser et de permettre de gérer les eaux, et c'est la doctrine de la métropole, de gérer les eaux au plus près de la source, donc le gérer à la parcelle. Mais voilà, dans les tissus constitués, on sait qu'aujourd'hui, une ville, ce qui bouge le moins, c'est la trambière. La trambière, quand elle est posée, quand vous avez posé votre système de rue, il ne bouge plus pendant des siècles. La trambière de l'agglomération, elle n'a pas bougé depuis des millénaires. La grande trame. Donc, ce qui bouge, c'est les bâtiments. Donc, quand vous avez posé une mauvaise trame, que la trame elle est dans le sens de l'écoulement des eaux, vous créez des rivières urbaines. Et donc ça, c'est compliqué à gérer. Et je trouve que c'est un risque qui mériterait d'être mieux pris en considération. Voilà. Merci beaucoup. Je me permets d'avancer parce qu'on est pressé par le temps. Donc pour clore cette partie, Monsieur Dandillon, peut-être, y a-t-il des mécanismes financiers innovants, je pense par exemple au fonds vert, aux obligations climat, qui permettent de répondre à ces besoins d'urbanisation tout en protégeant les plaines alluviales? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais parler rapidement de finances locales de manière générale, puisque les modalités de financement sont assez diverses, mais je pense que c'est important, pour comprendre l'intérêt de ces modalités de financement, de comprendre dans la globalité comment fonctionnent les finances locales. Alors, pour faire ça très simplement, on a dans les budgets locaux deux parties, deux sections. La première, c'est la section de fonctionnement, où on va financer le personnel, donc c'est-à-dire les gens qu'emploie la collectivité. On va financer les coûts en énergie, encore une fois, pour que les services publics qui sont à la charge de la collectivité fonctionnent, etc. etc. Donc plutôt ce qui va être quotidien ou du moins annuel. De cette section-là, on va avoir un équilibre recettes-dépenses si elle dégage donc un excédent, donc une capacité d'autofinancement.
ça va aller dans la deuxième section, qui est donc la section d'investissement. Et dans cette section d'investissement, pareil, on va avoir des dépenses, des recettes. Une des recettes, ça peut être l'autofinancement de la section de fonctionnement. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous les détails, mais c'est pour que vous ayez une idée générale. Et donc cette section d'investissement qui va être au cœur du financement, donc de l'adaptation au changement climatique de manière générale, et donc au risque climatique, on va avoir donc, pour financer cette section d'investissement, l'autofinancement, des subventions d'investissement qui, elles, vont venir notamment de l'État ou d'autres échelons de collectivité. Et en dernier recours, donc pour équilibrer ce budget, l'endettement. D'où le rôle d'ailleurs de l'Agence France Locale dans ce cadre-là, mais pas seulement, hein, il y a aussi plein d'autres prêteurs. Et donc, pourquoi je dis ça ? Je dis ça pour illustrer le rôle majeur de l'investissement local en général en France, des collectivités territoriales, puisqu'il faut savoir que l'investissement public en France, c'est à 60% les collectivités territoriales. Et c'est donc pas l'État central qui a la part majoritaire de l'investissement public en France. Donc on a un rôle majeur des collectivités territoriales sur l'investissement et de facto sur tout ce qui va être transition en fait. Tous les sujets de transition, les collectivités locales, de par leurs compétences, on parlait de GEMAPI, qui en effet n'est pas que une compétence de gestion de l'inondation, mais aussi des milieux aquatiques de manière générale, donc qui touche directement à des enjeux de durabilité, mais également tout ce qui va être stratégie nationale bas carbone. L'ensemble des collectivités en général vont avoir un rôle majeur à jouer, puisqu'elles ont un éventail de compétences qui est assez large et qui souvent va toucher à ces sujets-là. Pour le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique plutôt, va créer des épisodes de canicule donc qui sont plus fréquents. Si vous avez été à Lyon les derniers étés, vous savez de quoi je parle. Et pour ça, il y a des solutions qui sont aux mains des pouvoirs publics, notamment par exemple la végétalisation, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc il n'y a pas que les risques inondations, il n'y a pas que les crues, etc. C'est vraiment un sujet beaucoup plus large en fait de transition. Maintenant, sur les risques, il y a beaucoup de choses qui sont à charge des collectivités et mes collègues en parlent depuis tout à l'heure avec des exemples très concrets. Et ces exemples très concrets, budgétairement, ça représente des dépenses, des charges qui souvent vont être donc non seulement de l'investissement. Lorsqu'on crée les digues, ça va être un coût en investissement qui ensuite va se ressentir sur la section de fonctionnement également, puisqu'il va falloir entretenir ces ouvrages de manière plus récurrente. Donc, pour synthétiser ce que je viens de dire, on a un vrai sujet budgétaire, donc de financement, pour les collectivités liées à ces sujets-là. Et dans ce cadre, il y a différentes modalités novatrices, ou plus ou moins novatrices, qui pour certaines sont assez classiques. Alors il y a le financement par les subventions à l'investissement, par la dette dont j'ai parlé, qui sont en fait la façon dont fonctionnent les finances locales de manière générale. Mais on a aussi des dispositifs plus spécifiques pour ce qui est de la section d'investissement, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler du fonds vert dans l'actualité, qui était donc de 2,5 milliards d'euros donc au budget 2024. Maintenant, sur ce sujet-là spécifiquement, ce sujet du fonds vert, il faut avoir en tête que ce n'est pas nécessairement quelque chose de pérenne. Et par exemple, le premier budget qui avait été proposé par le gouvernement Barnier, qui aujourd'hui n'est plus, mais était de 1 milliard versus 2,5 milliards l'année précédente. Donc en fait, on voit que ces dispositifs, certes, ils existent, mais ils ne sont pas nécessairement pérennes, en tout cas pour ce qui est du fonds vert. Néanmoins, ils ont le mérite d'exister. Ils vont permettre à certaines collectivités de venir financer des investissements de manière générale liés à la transition. Et parmi ces investissements liés à la transition, on va retrouver donc tout ce qui va être adaptation au risque climatique et notamment au risque d'inondation, notamment pour la métropole de Lyon, qui est au cœur de ces sujets-là, comme on en a parlé auparavant. Maintenant, pour ce qui est de la dette, alors on va pas parler de finances en détail, mais la dette, c'est quand même un levier assez majeur de financement des collectivités. Alors surtout pour les plus grosses collectivités, puisqu'on a beaucoup de communes en France qui n'ont pas de dette, puisqu'elles n'en ont pas la nécessité.
Et je précise pour ne pas véhiculer l'idée que les collectivités sont surendettées. Pour vous donner une idée du stock de dette global des collectivités par rapport à l'État français c'est 2400 milliards. Les collectivités françaises, c'est 200 milliards. Donc beaucoup moins. Voilà, je n'ai pas envie d'alimenter l'idée d'une dérive des dépenses publiques qui est imputée aux collectivités locales, puisque ce n'est pas le cas. Néanmoins, la dette, c'est un levier de financement qui est majeur, et il y a des modalités de levée de cette dette qui peuvent être adaptées spécifiquement à des projets dits verts, de manière un petit peu triviale. Ça peut être donc les obligations vertes, donc on va financer des projets ou du moins des budgets qui ont une partie de projets liés à la transition de manière générale, encore une fois, et donc parfois d'adaptation aux risques climatiques, et également des obligations à impact, donc avec des objectifs ici chiffrés, plus précis sur des projets spécifiques. Néanmoins, ça s'inscrit toujours dans le cadre budgétaire classique des collectivités territoriales avec des conditions de financement qui néanmoins vont être parfois plus favorables. À noter également que des grosses collectivités comme la métropole de Lyon, puisque la métropole de Lyon est une des plus grandes collectivités françaises en termes de surface budgétaire, mais aussi en termes de nombre d'habitants, etc., elles vont pouvoir accéder à ces dispositifs directement. D'autres plus petites communes, elles ne vont pas aller pouvoir emprunter sur les marchés financiers, elles vont devoir passer par des intermédiaires, et notamment l'Agence France locale. Donc c'est un dispositif qui certes existe, mais n'est pas adapté à toutes les collectivités. Et donc ça, c'est pour la section d'investissement. Maintenant, pour ce qui est plus... puisqu'il faut savoir, et ça peut paraître assez intuitif, mais les recettes publiques, c'est plusieurs choses que j'ai citées, mais c'est aussi des taxes, des impôts. C'est le cœur de ce qui fait une recette publique. Donc l'argent du contribuable, tout simplement. Et ce qui vient avec la taxe Gemapi, on a parlé des compétences qui viennent avec, mais il y a également une prérogative qu'il est possible d'actionner pour la collectivité. Cette prérogative, c'est une taxation. Une taxation qui va permettre de financer justement tout ce qui va être ouvrage d'adaptation, au moins en partie, pas l'intégralité nécessairement. Mais ça, c'est une vraie nouveauté pour le coup, puisque ça va permettre aux collectivités qui le souhaitent de lever une recette qui est directement affectée à des projets en lien avec la recette levée. Ce qui, pour les collectivités, encore une fois, sans entrer dans le détail, n'est pas, est de moins en moins le cas. Et donc, voilà, j'ai pas envie de faire une liste de tous les dispositifs, mais un dernier dispositif qui est assez intéressant, c'est l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique, ça, c'est donc on va moins regarder côté finance locale, mais plus regarder du côté assureur. C'est par exemple, au lieu de dire j'ai eu un aléa qui m'a coûté X en dommages, je souhaite être indemnisé, c'est dire ah attention, le Rhône s'est élevé de X centimètres, à partir de X centimètres, je souhaite recevoir une avance sur indemnisation, ce qui permet de s'adapter plus rapidement, d'avoir des fonds à disposition plus rapidement pour s'adapter au risque climatique. Donc ça aussi, pour le coup, c'est relativement innovant. Et ça me permet de faire une parenthèse rapide pour terminer mon intervention sur le sujet, sur le rôle clé dont on n'a pas parlé, mais qui est complètement majeur sur le sujet des risques climatiques, le rôle clé des assureurs et des assurances, de manière générale pour les collectivités, puisque en France, on a un dispositif qui est assez inédit, qui s'appelle le dispositif CatNat, donc CatNat pour catastrophe naturelle. Et ce dispositif CatNat, il permet aux collectivités, mais aussi aux particuliers, mais là on parle de collectivités, d'être indemnisés très fortement suite à des catastrophes naturelles sur les biens assurés. Donc il y a une partie de la surprime d'assurance que les collectivités payent qui va alimenter un fonds qui va permettre d'indemniser très efficacement les collectivités françaises face aux risques climatiques. Maintenant, le vrai sujet par rapport aux assureurs et aux collectivités territoriales, c'est que les assureurs, ils ont compris quelque chose, ils ont lu le rapport du GIEC et ils se sont dit « Ah, mais avec des ressources équivalentes, ça va nous coûter de plus en plus cher
on ne peut plus maintenir ce système de protection. Donc ce système de protection CatNat, il est mis à mal et c'est un vrai sujet. Et je tenais quand même à le mentionner, d'autant qu'on prend pour acquis le fait depuis tout à l'heure, et assez logiquement, le fait que les catastrophes naturelles vont aller croissant. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les rapports du GIEC, et notamment les données Météo France qui ont été déclinées à l'échelle française, qui sont les données du DRIAS, mettent en évidence donc, des impacts réels en termes de température, en termes de perte de l'enneigement. Bon, là on ne parle pas de la métropole de Lyon, en l'occurrence, mais enfin, en tout cas pour l'enneigement. Mais également de hausse des inondations, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais ce qui est en fait un des effets du changement climatique. Donc pour résumer, c'est un vrai sujet, le financement de cette adaptation. Il y a des mécanismes, mais ils ne sont pas nécessairement pérennes, ils ne sont pas nécessairement adaptés, ils peuvent être parfois insuffisants, et il y a un reste à charge pour les collectivités qui existe. Et on a mené un cas d'étude dans le cadre de nos recherches sur les inondations dans la vallée de la Roya en 2020. Je ne sais pas si vous avez l'événement en tête. Et en fait, on est allé un petit peu décortiquer tous les effets budgétaires à différents échelons de collectivités. Et on peut avoir des pertes de recettes, une contrainte sur l'investissement, et pour moi, ça c'est un effet majeur, puisque, comme je le disais, l'investissement local, c'est 60% de l'investissement public. Donc ça couvre beaucoup de choses, c'est très contraint. Et lorsqu'on investit dans l'adaptation au changement climatique, ce qui est nécessaire, on peut faire la croix sur d'autres projets qui sont également essentiels pour la communauté. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous avons vu au détour de ce thème 2 que des solutions sont possibles, mais que notamment la question de la perméabilité des sols et de l'évacuation des eaux pluviales questionne beaucoup aujourd'hui. Questionnant peut-être sur une vision commune que vous pourriez avoir, vous, en tant qu'intervenant et surtout spécialiste. Pour cela, je vais vous questionner dans ce thème 3 sur si vous deviez privilégier une seule action pour protéger la métropole de Lyon, laquelle choisirez-vous ? Donc, je suis désolée, nous sommes tenus par le temps et pour pouvoir laisser des questions ensuite au public, je vous demanderai de répondre assez succinctement, s'il vous plaît. Allez, je ouvre le feu. J'y vais, je vais être très bref. Okay. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que vraiment spécifiquement pour la ville de Lyon, ce qu'il faudrait promouvoir, c'est cet aspect de la désimperméabilisation, cette ville éponge, cette ville perméable, parce que pour moi ça permet de combiner, de jongler plusieurs enjeux. Que ce soit la meilleure perméabilisation des eaux de pluie et donc de réduire le risque de ruissellement, de aussi réduire le risque de pollution parce que ça permet de mieux filtrer les polluants qui autrement ils iraient directement dans le Rhône. Ça permet également d'améliorer la qualité de vie, donc pour le risque en lien aux augmentations des températures. Donc moi, voilà, si pour Lyon, ce qui est faisable, à mon avis, sous le court terme, et que ça peut être durable, ça peut donner aussi une autre facette, un autre visage à la ville de Lyon. Alors, il y a déjà beaucoup d'engagement dans ce sens-là, mais moi, j'appuierai cela. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu vache quand même. Dire, vous en avez qu'une. Le dérèglement climatique, les risques industriels, c'est déjà énormément de sujets différents qui se traitent différemment. Ça veut dire qu'il faut que j'en choisisse un avec quels critères. Alors moi, j'ai eu la question un petit peu avant, donc j'y réfléchis. Donc moi, en fait, c'est un sujet qu'on a très peu abordé aujourd'hui. C'est les canicules. C'est le réchauffement. Dans le dérèglement climatique, le réchauffement. Et pourquoi ? C'est parce que c'est là qu'on a le plus de morts. Santé publique France publie tous les ans, mais au printemps seulement, les résultats de la mortalité des canicules de l'année d'avant. 2024, ça a été plutôt bien. Tout le monde se plaignait qu'il y avait trop d'eau. Il n'y a que moi qui avais le sourire à Lyon. Mais 2023, avec des canicules à répétition, dont une très très longue, 18 jours
de canicule fin août. Déjà une époque où on n'est pas habitué à avoir des canicules. Normalement, passer le 15 août, ça se rafraîchit. On a commencé au 15 août et elle a dépassé septembre avec un record de température qui a été battu sur Lyon. Et il y a eu énormément de morts en France, 5600 morts dus aux canicules. Et sur la métropole de Lyon et le département du Rhône, 760 morts. 760 morts, c'est quelque chose de colossal, uniquement les canicules, sans parler de tout le reste, sans parler de tous les gens qui sont cardiaques, qui ont des maladies respiratoires, qui ont été hospitalisés, etc. On est sur un sujet qui est majeur. Là-dessus, l'action que moi je mets en œuvre au sein de la métropole, donc voilà, je ne suis pas tout seul, la métropole, j'ai des collègues et on avance tous dans le même sens, mais vraiment sur moi, mon périmètre, c'est la végétalisation de la ville qui est juste indispensable pour gagner des degrés. Et c'est pas uniquement mettre des arbres un petit peu partout pour faire joli. Les plantations urbaines ont été codifiées au 19e siècle. C'était quand Haussmann a reconstruit Paris, donc ça a été codifié par Haussmann lui-même et par Alphand. On mettait des arbres pour bien marquer les rues, etc. On n'est plus du tout dans ce niveau-là, d'autant que les années 60, 70 arrivant et mettant de la voiture de partout, les plantations sont devenues de plus en plus lâches. On mettait les arbres tous les 7 mètres et c'était trop juste pour les voitures, donc on les a mis tous les 14 mètres, où on a même coupé un platane sur 2 pour pouvoir faire 2 places de stationnement. Et on s'est aperçu que là, on le sait maintenant, que là, du coup, nos arbres ne rafraîchissaient plus les villes. Donc il faut absolument non seulement planter beaucoup, et là on a fait des efforts considérables, la métropole plantait dans les 3 mandats précédents, bon an mal an, entre 1200 et 2000 arbres par an. On en a planté 52 000 l'année dernière, sur la saison dernière, on va en planter encore plus cette année. Donc l'année dernière, en 3 mois, on a planté plus d'arbres qu'en 4 mandats précédents. Mais ça ne suffit pas. Si on les plante en les mettant un petit peu n'importe où, pour faire plaisir à tout le monde, on ne va pas rafraîchir. Donc il faut revoir notre typologie de plantation de façon à créer de la fraîcheur, et de créer de la fraîcheur le plus rapidement possible. Quitte à avoir des arbres qu'on va planter et qui auront une durée de vie assez faible parce qu'ils vont ils vont être concurrencés par les autres mais on est vraiment dans une course contre la montre et gagner des degrés, évidemment, ça va éviter des mortalités humaines et ça va également redonner de la biodiversité à nos villes, à nos villages, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Lyon, c'est 58 communes, la métropole. Il faut bien qu'on travaille à cette échelle-là, et c'est là aussi l'un des gros avantages de la métropole, c'est de pouvoir avoir une action sur un territoire qui est assez large, de façon à travailler vraiment sur ce côté-là, parce que quand on regarde les chaleurs et quand on regarde l'indice de canopée, un indice de canopée, c'est vraiment qu'est-ce qui est à l'ombre des arbres. On s'aperçoit que dans les zones agricoles de l'Est lyonnais ou du Franc lyonnais, sur le Val de Saône, on a un indice de canopée qui est égal, voire moins bon que le centre-ville de Lyon ou de Villeurbanne. Et si on veut rafraîchir Lyon, il ne va pas seulement falloir planter des arbres sur Lyon, il faut aussi les planter en périphérie. Donc il faut bien qu'on ait une stratégie qui couvre l'ensemble de la métropole, en étant évidemment plus proactif sur les zones qui vont manquer d'arbres. Et c'est vraiment toute la stratégie qu'on a mis en place depuis 2020, qu'on a mis en place progressivement, parce que passer de 2000 arbres à 52 000, évidemment, c'est une logistique pour les planter, c'est une logistique pour les entretenir derrière, mais on est à un rythme maintenant qui nous permet effectivement d'avoir des résultats. Mais ça, on n'a joué que sur un facteur risque, celui de la température, en même temps de l'effondrement de la biodiversité qui m'est cher, mais pas sur le reste. Voilà, donc c'est une action parmi d'autres, mais il y en a malheureusement énormément à mener. Ça profite aussi du cycle de l'eau. Ah, ça profite au cycle de l'eau, bien évidemment. Non. Joker, je n'ai pas la compétence. Bon, je vais prendre la casquette de l'agence d'urbanisme. Moi, je pense que ce qui serait important pour les années à venir, c'est qu'on arrive à tenir le cap de la trajectoire ZAN, parce que ça va nous obliger à
penser le développement de l'agglomération qui est inexorable. Hein. On aura toujours des accueils de nouvelles populations et des besoins en logement et en activité, mais penser la ville dans une enveloppe urbaine définie et finie. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas plus loin. Et je pense que ça va générer une autre façon de penser aussi la ville. C'est-à-dire que dans un espace qui est contraint géographiquement dans ses limites, ça va nous obliger à faire intelligemment dans cette enveloppe-là. Donc ça me rend plutôt optimiste que de me dire que, pour moi, le ZAN est plutôt une opportunité de refaire la ville différemment, plus intelligemment, plus accueillante, que de se laisser les opportunités de s'étaler à l'infini, sans considérer que, de toute façon, si il fait trop chaud en centre-ville, on ira acheter un pavillon en banlieue. Ça, c'est terminé. Merci beaucoup. Alors je vais peut-être juste... il va falloir aussi qu'on arrête un jour un scénario. Le ZAN, c'est une loi de 2021, la loi climat résilience, qui a été reprécisée en 2023 et qui est remise en cause, notamment par Laurent Wauquiez, qui est très très actif là-dessus. Donc il faut au bout d'un moment que nous, collectivités, on puisse savoir ce qui va se passer. Nous, on a très clairement anticipé le ZAN, on a même rétrozoné au cours des 2 modifications du PLUH un certain nombre de zones qui devaient être urbanisées en les remettant soit en agriculture, soit en milieu naturel. Mais il faut vraiment qu'on sache ce qu'on va faire. Et on le voit, les difficultés qu'on a actuellement avec la communauté de communes riveraines, on n'arrive pas à faire un SCOT parce qu'il y a toujours des gens qui fantasment et qui se disent avec Wauquiez, eh ben on se fout du ZAN et on pourra faire des zones commerciales et on va pouvoir faire des lotissements et on va continuer. Il y a quand même encore beaucoup de collectivités qui sont dans le déni. Et à côté de ça, nous, on reste là-dessus. Et effectivement, c'est une façon de revoir la ville différente. Et quand on parle de densifier la ville, c'est pas si simple que ça. Ça ne veut pas dire rapprocher les bâtiments parce que ça va être juste invivable. On a quelques quartiers qui sont très très compliqués. Il y a des endroits peut-être qu'il va falloir des bâtiments plus hauts, mais il va bien falloir accueillir la population. Et c'est un enjeu qui est très fort et effectivement qui est passionnant. Mais il faut absolument qu'on puisse travailler sur des pas de temps qui soient longs et qu'on ne vienne pas tous les ans remettre en question le travail qui est fait. Parce que pour l'instant, c'est vraiment la prime à ceux qui font le moins qu'on est en train de donner. Et nous, ça nous pénalise énormément, puisque nous, on l'a anticipé dès notre arrivée et dès 2021, la première modification du PLUH. Et du coup, c'est nous qui allons nous retrouver pénalisés, alors qu'on essaye, au contraire, de bien intégrer ces mesures-là, qui ne sont pas des mesures qu'on a inventées, nous, mais qui sont des lois. Merci à tous. Excusez-moi, je râle un peu. Enfin, c'est toujours comme ça en fin de soirée. Merci beaucoup à tous les 4 pour ces échanges qui étaient riches et très intéressants. Mais malheureusement, on doit garder un peu de temps pour les questions. Donc si dans le public, vous avez des questions à poser aux intervenants, c'est le moment. Oui. Alors, bonsoir, je me présente Bokosonayon Donade. Je suis en master de IWS à H2O Lyon. Et ma question va être posée directement à Pierre Athanase. Et parce que je m'intéresse beaucoup aux canicules dont vous avez parlé. La terminologie scientifique qu'on utilise, c'est îlot de chaleur. Et il y a une étude qui a montré que dans la métropole de Lyon, il y a des places bien connues comme la place Bellecour et la place des terreaux qui sont confrontés à ce phénomène d'îlot de chaleur. Et il y a les discours publics vraiment qui alimentent le débat à propos de ces îlots de chaleur apparus dans le journal Le Grand Lyon qui font vraiment l'actualité il y a une année de cela. Maintenant, j'aimerais rallier un peu à ce que M. Damien a mentionné en tant que la manière de penser. Donc, avec ces aspects politiques qui empêchent la modification, la végétalisation de ces espaces pour réduire les îlots de chaleur là, et les contraintes aussi techniques comme les parkings souterrains qui sont au niveau de ces villes là, quelle serait la solution? Merci. Alors les solutions, elles sont compliquées. Alors les îlots de chaleur, évidemment, il faut les combattre, on sait le faire.
la première année, quand on a été élu, on s'est attaqué à certainement ce qui était le pire îlot de chaleur de Lyon. C'est au niveau de la Confluence, vers le centre commercial de la Confluence et le conseil régional, la Darse. Donc on a un bassin de la Saône qui rentre, qui a été réalisé il y a une douzaine d'années, qui aurait dû apporter de la fraîcheur, mais comme l'ensemble a été constitué, c'était un four solaire géant. Et pendant les 4 mois d'été, il n'y avait personne qui allait là parce que c'était juste intenable. Et on a planté de façon importante, on a planté dans une autre typologie, c'est vraiment là qu'on a commencé et qu'on a fait la démonstration justement qu'en plantant autrement, on pouvait rafraîchir vite. Donc on sait que ça marche. Après, on est confronté effectivement à des problèmes qui sont techniques, parking souterrain, réseau, etc., mais également à des problèmes qui sont administratifs. Sur la place Bellecour, on est sur un site qui est classé. C'était une place d'armes, c'est vraiment une place de Lyon qui n'a jamais été urbanisée. Déjà, à l'époque des Romains, il n'y a jamais eu de construction. Au Moyen-Âge, ça n'a pas été construit. Ça a été après aménagé comme une place d'armes, c'est-à-dire que chaque fois que les troupes rentraient dans Lyon, les soldats étaient plutôt à l'abri sous les arbres. Et dans ce qui est actuellement toute l'aire sablée rose, c'était des prés pour y mettre les chevaux. Et ça a été classé comme ça, et c'est gravé dans le marbre, on ne peut toucher à rien. Et ça nous pose évidemment énormément de problèmes. En même temps, il ne faut pas qu'on polarise uniquement sur la place Bellecour, le pire îlot de chaleur de la métropole. Si vous prenez tout l'Est lyonnais, la partie agricole de l'Est lyonnais, partout on a des céréales de type orge, blé, triquital, avoine. On fait des moissons début juillet, et après, on a des dizaines de milliers d'hectares d'îlots de chaleur qui sont à peu près aussi chauds que la place Bellecour. Et c'est bien là qu'il va falloir qu'on agisse aussi, et pas polariser uniquement sur Bellecour. Même si Bellecour, c'est évidemment important, et je souhaite vraiment qu'on arrive à trouver avec l'État des autorisations pour planter. Mais il faut absolument toujours penser, de ne pas penser uniquement l'îlot de chaleur, qui est un point qui est très ponctuel, avec le territoire. Et c'est vraiment là, alors ça ne répond que partiellement effectivement à votre attente, je l'entends bien, mais s'attaquer uniquement à des îlots de chaleur, c'est vraiment mettre un sparadrap sur une jambe de bois, pas plus. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie qui soit beaucoup plus ambitieuse que ça, et peut-être avoir le luxe de conserver quelques îlots de chaleur, parce que ça fait partie de l'histoire de la ville, ça fait partie d'un souvenir architectural, industriel ou autre. Mais vraiment, si on veut combattre les canicules, il ne faut pas qu'on se limite uniquement aux îlots de chaleur identifiés. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie qui soit une stratégie beaucoup plus importante que ça. Je dirais que c'est toute l'ambition du SCOT qui porte l'idée d'une grande trame agro-bocagère à l'échelle de l'agglomération, et pas qu'on traite la question espace par espace, espace public par espace public, et qui en plus est dans cette approche un peu systémique où cette grande trame, elle participe à la fois du rafraîchissement de la ville, elle participe à la fois des fonctionnalités écologiques en permettant de créer du corridor et des réservoirs, et elle participe aussi à la gestion des eaux pluviales. Voilà. Et donc c'est aussi vraiment avoir cette approche-là qui ne soit pas, on traite la question, je dirais par petits bouts, qui fait que ça ne fonctionnera pas de toute façon. Voilà. Et c'est vrai que la question des secteurs patrimoniaux est complexe. Quand même, tout le centre-ville, Presqu'île, Pente, Saint-Jean et une partie des Brotteaux et de l'Est lyonnais sont en secteur patrimonial, permettent UNESCO. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un règlement spécifique d'urbanisme. Ce n'est pas le PLU qui s'applique, c'est le règlement du secteur sauvegardé. Donc là, il y a un vrai dialogue à avoir avec les architectes des bâtiments de France. C'est le même problème qu'ils ont à Paris avec les toits en zinc. Ils ne veulent pas entendre parler d'enlever les toits en zinc à Paris, alors qu'on sait que c'est une catastrophe d'un point de vue climatique et sanitaire. Voilà, donc ça, c'est des choses... C'est aussi des changements de culture qu'il faut opérer. C'est des petites pierres qu'on pose, et on se rend compte... quand on a quelques années d'expérience, que le discours qu'on avait porté à un moment donné, qui
était un non-sens, fait des petits et puis on avance comme ça. Bonsoir, François-Xavier Sierco de la Compagnie nationale du Rhône. Ce sera moins une question qu'une petite précision. J'ai entendu en arrivant que les crues du Rhône étaient plutôt bien maîtrisées grâce à l'usine de Pierre-Bénite et au barrage de Pierre-Bénite. Je voulais juste repréciser que l'aménagement de Pierre-Bénite, c'est un aménagement hydroélectrique et qui joue absolument aucun rôle. Il a un effet bénéfique, mais qui est plus un bénéfice collatéral qu'autre chose. Mais il joue aucun rôle dans la protection contre les inondations. Ce qui joue vraiment un rôle à ce niveau-là, c'est bien les zones d'expansion qui sont plus à l'amont. Et là, je m'aligne complètement avec ce qui a été dit par la suite, donc à savoir le parc de Méribel-Jonage, et puis plus en amont, la plaine de Brangue et le complexe qui est le plus important de la plaine de Chocagne, connecté avec le lac du Bourget. Ça, c'est important d'avoir, je pense, pour le public, cette image que des aménagements et un système hydraulique et hydrologique situé au niveau du lac du Bourget, donc à quelques centaines de kilomètres de la ville, participe à sa protection contre les inondations, ce qui rejoint tout à fait ce qui a été dit sur le côté systémique. Et un dernier mot pour encore rebondir et montrer qu'on est parfaitement alignés. On a un combat commun, je pense, pour faire comprendre un certain nombre de mécanismes. Vous avez dit qu'effectivement, vous aviez beaucoup d'opposition du fait de l'impact du réchauffement climatique, dont tout le monde imagine qu'il va faire baisser les débits du Rhône. Et on a un vrai combat pour faire comprendre qu'une diminution du débit moyen peut s'accompagner d'une augmentation des extrêmes dans le même temps. Ce n'est pas du tout contradictoire. Comme je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je compte sur vous pour réussir à faire passer ce message qui permet de mieux faire accepter vos chantiers et nos façons d'exploiter. Peut-être une autre question ? Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, c'était vraiment le constat. L'aménagement du barrage de Pierre-Bénite fait que derrière, il n'y a plus de crue sur toute cette partie-là. Il faut quand même s'imaginer que la vallée de la Chimie a été faite au bord du Rhône parce que on pouvait venir en bateau, apporter les matériaux en bateau, etc. Mais que ces usines étaient inondées pratiquement une année sur deux, avec toute la catastrophe que ça pouvait représenter, parce qu'une partie de la production partait directement au Rhône. Heureusement, les usines ne sont plus inondées, et tant mieux. Après, là-bas, on avait des systèmes avec des aménagements Girardon, des choses comme ça, qui étaient plus faits pour tenir le Rhône que pour en limiter la hauteur, qu'on n'est jamais arrivé à faire. Il y a eu 3 séries de construction de digues depuis le XVIIIe siècle sur le Rhône aval, et aucune n'a fonctionné. La seule chose qui a fonctionné, c'est les aménagements Girardon maintenant qui ne servent plus depuis que le barrage de Pierre-Bénite est effectivement existant. Donc il n'a pas été fait pour limiter la crue, effectivement, mais il joue quand même ce rôle-là. Mais là où nous, on met effectivement le paquet, c'est bien sur le système d'endiguement de Vauvelin qui permet effectivement de retenir le Rhône à l'entrée de Lyon. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, merci pour tous ces échanges. On a beaucoup parlé d'eau et j'avais une question sur la régie publique de l'eau, savoir si le passage en régie publique de l'eau, donc dans la métropole de Lyon en 2023, si je ne me trompe pas, si ça avait changé quelque chose en termes de gouvernance des risques au niveau donc des inondations et des pollutions. Alors ça a surtout apporté en matière de contrôle. La régie de l'eau délivre de l'eau potable. Et c'est intégré complètement dans la métropole, mais tout ce qui est fait pour protéger la ressource en eau, ce n'est pas la régie qui le fait, c'est en amont. Après, la régie de l'eau, vous avez vu, donc depuis le 1er janvier, donc c'est tout récent, il y a une tarification de l'eau particulière maintenant qui est exemplaire au niveau français, avec les premiers mètres cubes d'eau qui sont gratuits pour tout le monde, et socialement, c'est une véritable avancée. Mais sur la qualité de l'eau, ça va. Voilà, la régie de l'eau ne fait que distribuer de l'eau. Alors Lyon était l'inventeur de la privatisation de l'eau, la lyonnaise des eaux. C'est Lyon qui avait inventé la privatisation. On est heureux, nous, et c'était vraiment un élément fort de notre mandat, de redonner aux Lyonnais une eau publique,
Parce que nous, ça nous permet d'avoir vraiment la main dessus. Et si je prends un exemple de pollution, avec la pollution au PFAS, hein, et on est heureusement très peu impacté, continuez à boire de l'eau, hein, ne buvez pas du vin ou de la bière pour éviter les PFAS, hein. Continuez à boire de l'eau parce que vous buvez une eau de bonne qualité, ce qui n'est malheureusement pas le cas des communes qui sont à l'aval de la métropole, qui boivent une eau avec des taux de PFAS qui sont énormes. Mais du coup, là-dessus, parce que c'est la régie de l'eau, parce que ça a été facile pour nous de le décider, on n'a pas eu besoin de faire un avenant à un marché, payer en plus Veolia, Suez ou peu importe le gestionnaire pour qu'il fasse plus de contrôles. Nous, nos contrôles qui sont obligatoires tous les mois, on les fait tous les 15 jours. Et au lieu d'analyser 20 PFAS, on en analyse 27 maintenant. Et au fur et à mesure qu'on sait analyser les PFAS, la liste s'allonge. Donc ça nous permet un meilleur contrôle. Mais encore une fois, la régie de l'eau, et c'est déjà très très important, hein, c'est la distribution de l'eau. C'est le captage de Crépieux-Charmy, c'est les captages autour de secours qui sont peu utilisés. C'est vraiment Crépieux-Charmy qui délivre 98% de l'eau des Grands Lyonnais. Un des gros intérêts aussi de passage en régie de l'eau, hein, donc comme vous l'avez dit, hein, on a un enjeu très fort de sécurisation de la ressource, parce qu'on a une ressource qui est quasiment unique. Et comme vous disiez, hein, c'est que le captage de Crépieux-Charmy, si un jour il y a une pollution accidentelle, ben, quid des nappes de secours? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la régie de l'eau, la collectivité a la capacité d'aller préempter des terrains pour pouvoir sécuriser certains captages ou certaines nappes. Donc ça, c'est aussi intéressant, grâce à la régie de l'eau, de pouvoir faire ce travail-là. Alors après, bien évidemment, 98% de l'eau sur un seul point, ça peut être dangereux. S'il y a n'importe quoi qui arrive, un acte terroriste, n'importe quoi, il y a une solution de secours. Et on a effectivement plein de captages qui sont sur le Val-de-Saône, qui sont dans l'Est lyonnais, qui sont à différents endroits, mais qui ont une eau qui est de moins bonne qualité. Et quand je dis qu'on fait des contrôles, on fait des contrôles sur l'intégralité de ces captages-là. Et au jour d'aujourd'hui, on a 3 captages qui ne pourront pas être utilisés parce qu'on a des taux de pesticides agricoles ou de PFAS qui sont trop élevés. Voilà. Mais c'est la régie de l'eau, c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans un ensemble qui est beaucoup plus important. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces échanges, madame, messieurs, c'était très intéressant. J'ai 2 questions, si c'est OK. On a parlé de l'intérêt d'avoir une gestion intégrée des ressources en eau à un niveau, disons, à plusieurs échelles, avec plusieurs collectivités. Par exemple, la métropole de Lyon qui fait des politiques avec plein de communes. J'avais aussi lu l'intérêt d'agir au niveau du bassin et du coup la métropole de Lyon qui va avoir un impact que sur une certaine partie du bassin et qui va aussi devoir agir avec d'autres acteurs afin de faire des politiques peut-être intéressantes sur l'autre côté, enfin sur le reste du bassin. Je pense notamment à la CNR potentiellement qui avait une concession pour la gestion du Rhône jusqu'en 2041. Je voulais savoir comment ça se passait. Du coup, est-ce qu'il y avait des politiques, des choses qui peuvent parfois être entre la métropole et du coup d'autres acteurs sur le reste du fleuve? Alors oui, nous le fleuve, on n'en a qu'un morceau. L'eau qui coule, elle arrive du lac Léman et puis bien avant de Suisse. Elle arrive ici. L'eau qui arrive de la Saône, elle arrive des Vosges, puis elle arrive du Jura. Voilà, et nous, on n'en a qu'un morceau. Après, la métropole en tant que telle n'est pas gestionnaire du fleuve. Le fleuve, sur la métropole, une partie CNR, la partie aval, c'est la CNR, et jusqu'au port Édouard Herriot. Et ça s'arrête là. Après, c'est Voies navigables de France, sur la Saône et sur le Rhône au-delà, donc au-delà du port, et également le canal de Miribel, et enfin le canal de Jonage, c'est EDF. Donc rien que sur les fleuves, donc Saône-Rhône, on a déjà 3 acteurs différents en plus de la métropole. Donc bien évidemment, c'est tout un travail qu'on fait avec eux sur la gestion des berges, sur toutes ces choses-là qui sont négociées. Après, ce sont les usages qu'on fait du fleuve. Parce que c'est effectivement de l'eau qui passe et des ressources en eau, c'est une recherche sur la biodiversité, c'est également des usages. Quand on est arrivé, nous, on a voulu absolument développer le fluvial, avoir des bateaux qui remplacent
les camions, les camionnettes, parce que c'est moins polluant. Donc c'est tout des choses qu'on a travaillé, en l'occurrence avec Voies navigables de France. Voilà, donc c'est vraiment des acteurs. La métropole n'est pas maître de tout, et j'allais dire heureusement, parce que si on découpait les fleuves par territoire et puis qu'on se fout de ce qui va se passer en bas, ce serait juste la catastrophe. Alors, effectivement, c'est des contraintes. Et quand moi je discute avec nos collègues du Haut-Rhône, eux, ils ont des contraintes qui datent du 19e siècle, parce qu'ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas faire de zones commerciales, de zones artisanales dans certains endroits, parce que la plaine du Bouchage, par exemple, elle est appelée tous les 10 ans à être remplie, effectivement, pour éviter que Lyon soit inondé. Et on a quelques zones comme ça d'expansion de crues, et c'est une solidarité territoriale, avec tous les problèmes que ça peut représenter, et assez régulièrement, un homme politique qui remet en question, en disant c'est scandaleux, parce que je ne peux rien faire dans mon canton, dans ma commune, tout ça pour protéger les Lyonnais. Mais à côté de ça, les Lyonnais, c'est ceux qui se tapent la pollution pour fabriquer de l'essence qui monte sur ces territoires, etc., quoi. Et on est bien obligé de travailler à une échelle qui est bien supérieure à sa commune, sa communauté de communes, son agglomération ou son département. Si je peux juste compléter, je ne vais pas dire beaucoup plus parce que je ne suis pas non plus experte du Rhône, mais le Rhône, en plus d'être un des cours d'eau, un des fleuves les plus étudiés au monde, c'est aussi un des plus aménagés. Mais l'avantage, alors moi je suis italienne, je ne sais pas si vous avez entendu un petit accent. Nous, par exemple, en Italie, on a le Pô, bon, il n'est pas autant aménagé, mais il n'y a pas une logique bassin versant ou au moins un corridor entier comment il y a en France pour le Rhône. Le Rhône, vraiment, avec le plan Rhône, les programmes de recherche associés à l'Observatoire Hommes et Milieux, Vallée du Rhône, dont la CNR, EDF, ils sont tous partenaires. En fait, il y a vraiment une gestion. Alors, ça ne fonctionne pas toujours peut-être super bien, c'est pas le mieux, mais il y a, je pense, c'est un bon exemple. Et d'ailleurs, partout dans le monde scientifique, on regarde comment on gère le Rhône dans son intégralité. Et je pense que ça, ça réjouir d'être à Lyon, sur le bord du Rhône. Oui, bien sûr. Nous, la complexité, c'est qu'au lieu d'avoir un seul interlocuteur, comme beaucoup de collectivités, on en a 3. Voilà, mais on arrive à s'entendre quand même. Pas toujours, voilà, c'est des fois des réunions un petit peu compliquées, mais on arrive à s'entendre. Merci beaucoup. Donc sur ce, nous allons malheureusement devoir conclure la conférence puisque nous devons rendre l'amphithéâtre à 20h. Nous souhaitons encore vous remercier d'être venus, d'être présents et d'avoir répondu avec plaisir, je l'espère, à nos différentes questions. Nous vous remercions vous aussi d'être venus, d'avoir écouté, d'avoir été attentifs et d'avoir posé vos questions. Pour prolonger, si vous voulez, les débats, nous avons réservé quelques places au bar Le Sample, qui se situe aux 2 quais Claude Bernard, donc qui a même pas 10 minutes à pied. Et voilà. Nous vous souhaitons une bonne soirée et merci d'être venus.